Bienvenue à toutes et à tous. Allez, on a dépassé les 150. Allez, on va démarrer. Alors, j'ai le plaisir de vous recevoir ce soir avec mon invité Anwar Hassoun, que je vais présenter dans quelques instants pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, juste quelques petites, comment dirais-je, quelques petits réglages techniques avant de rentrer dans le vif du sujet pour que vous puissiez bien nous suivre, bien nous écouter, bien nous entendre. Je vous recommande vivement de vous débarrasser de tout ce qui pollue la bande passante. Donc, coupez WhatsApp, coupez votre messagerie, coupez Facebook, coupez votre téléphone, prenez une bouteille d'eau, un petit café et restez avec nous. Ça va durer, allez, une heure et demie, un peu plus en fonction des questions que vous allez nous poser ou de vos commentaires, de vos interventions avec nous. Donc, je vous invite vraiment à vous concentrer sur l'écran pour avoir une bonne qualité sonore et une bonne qualité vidéo. Au programme ce soir, le webinaire va être assez chargé, je vous préviens tout de suite. J'espère qu'on ne va pas trop déborder, mais le sujet, comme je le disais tout à l'heure, est un sujet passionnant. Donc voilà, on a pas mal de choses qui, je l'espère, sont intéressantes à partager avec vous. On va essayer de le découper en 3 parties, notre programme d'aujourd'hui. Bien sûr, après avoir présenté mon invité Anwar et moi-même, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on rentrera dans le vif du sujet avec d'abord, bien sûr, une définition de qu'est-ce que la crypto-monnaie. Et là, vous allez voir déjà qu'il y a pas mal de définitions, finalement, qui vont être différentes et qui vont impacter directement l'analyse qu'on va en faire un petit peu plus tard. On dressera également un état des lieux du marché des crypto-monnaies et on reviendra sur justement les attributs des crypto-monnaies. Sont-elles réellement des monnaies? Et à partir de là, on posera un certain nombre de questions, on partagera avec vous une analyse à travers le prisme de la conformité à la charia, de quelques-unes des crypto-monnaies, en tout cas les plus connues et les plus utilisées sur le marché. Et puis, à la fin, on va essayer un petit peu après avoir parlé de quelques projets de crypto-monnaies dites halal, avec Anwar, on va partager avec vous quelques idées. On va essayer de rêver un peu et de faire, comme Anwar l'a qualifié, un peu de déco-fiction. Okay, et si on faisait un petit peu d'éco-fiction pour vous permettre de vous projeter justement sur tout ce que l'on peut faire avec les crypto-monnaies. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Anwar Hassoun, qui est un expert en finance islamique. On se connaît, Anwar, depuis 10 ou au moins 12 ans. En tout cas, quand je t'ai connu, tu étais déjà dans le secteur de la finance islamique. À l'époque, tu étais dans les grandes agences de notation. Tu étais VP chez Moody's, si je me rappelle bien. C'était au début, vers 2008-2009. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ton parcours s'est enrichi. Tu as parcouru aussi le monde. Donc, tu es passé chez 2012-2015. Tu as été responsable de la recherche et de la stratégie pour la région MENA à la Bank of Tokyo, Mitsubishi, à Dubaï, où tu avais également la charge de la création de l'Islamic Window, donc de la fenêtre islamique de cette banque, qui est une des plus grandes banques. De 2008 à 2011, c'est là que tu étais chez Moody's en tant que VP, Investor Services. Tu couvrais à l'époque déjà le Moyen-Orient, et bien avant, si mes souvenirs sont bons, tu étais chez Standard & Poor's, où tu t'occupais déjà de la finance islamique. Aujourd'hui, Anwar est directeur général de West Africa Rating Agency, WARA, au Sénégal, et il est également président d'Emerging Markets Rating, qui est installé à Dubaï. Et tu fais du conseil et tu interviens dans différents projets, notamment en Afrique et ailleurs, sur la finance islamique. Dernier poste aussi que tu occupes, tu es président chez LTexis à Paris et tu es membre du conseil d'administration d'Accra, la principale agence de notation en Russie. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est parfait. J'enseigne aussi la finance islamique dans pas mal d'endroits. Effectivement. Et on parlera justement de ton activité d'enseignement parce qu'une nouvelle formation que tu diriges qui va se lancer normalement en 2021, mais tu nous en diras un mot à la fin. Et d'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette information. En ce qui me concerne, donc, je suis Booker Hdir. Vous me connaissez la plupart d'entre vous plutôt sur ma casquette de
de consultant dans le domaine de la finance islamique au sein du cabinet IFAS. IFAS qui est spécialisé donc en finance islamique, mais qui a aussi une activité dans les technologies, avec une filiale qui s'appelle iFin, qui a la vocation de proposer un dispositif digital qui optimise et qui digitalise justement tous les financements islamiques, Murabaha, Salam, Istisna, bref. L'objectif de cette plateforme, c'est de faciliter les relations et les transactions entre les fournisseurs, les établissements financiers et les clients. Tout ça pour optimiser à la fois les coûts, mais également, surtout, l'expérience client. Depuis quelques temps également, on s'est intéressé beaucoup à la blockchain et puis on a lancé donc B-Chain, qui veut dire Blockchain for Businesses in Ethical Economics. Notre objectif, c'est d'accompagner justement nos clients qui sont pour la plupart dans le secteur financier, les accompagner dans ce virage technologique avec la blockchain, donc dans laquelle il y a plusieurs domaines, hein, mais dans laquelle il y a un domaine en particulier qui nous concerne directement, qui est celui de la finance, et qui est en particulier ce qu'on appelle la finance décentralisée, dont on parlera un petit peu plus loin tout à l'heure. Voilà, au sein de B-Chain, on fait de l'accompagnement en gestion de projet et on fait également de la formation. Voilà pour ce qui est des présentations. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va parler de crypto-monnaies. Et les crypto-monnaies s'inscrivent dans justement cet univers qu'on appelle la finance décentralisée. Donc, c'est on va dire un nouveau entre guillemets, parce que ça fait une dizaine d'années que ça existe. Hein. La première crypto, la plus célèbre, le Bitcoin, a été lancé en 2008-2009. Donc, voilà, presque une décennie déjà. Et tout ça rentre dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, qui en réalité occupe plusieurs activités, pas que la dimension crypto-monnaie. Et les crypto-monnaies sont donc une alternative, en tout cas c'est leur promesse, c'est d'être une alternative au système bancaire, monétaire et financier traditionnel et qui fonctionne, ces crypto-monnaies, sur la technologie qu'on appelle la blockchain. On reviendra dessus dans quelques instants. Donc, en s'appuyant sur les crypto-monnaies et les possibilités de ce qu'on appelle les smart contracts, on reviendra également dessus tout à l'heure, et un certain nombre de protocoles cryptographiques, on arrive à mettre en place des relations économiques entre les différentes parties prenantes pour permettre de transférer de la valeur de façon transparente et sécurisée. Donc, la finance décentralisée, on va retrouver dedans un certain nombre d'applications, donc les crypto-monnaies qui sont le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, mais ce n'est pas que ça. Dans la finance décentralisée, on peut également échanger des actifs réels, on peut faire des paiements, on peut faire du prêt, on peut faire un certain nombre de choses, des produits dérivés, etc., de l'assurance et des indices. Bref, il y a beaucoup de sujets sur la finance décentralisée. Je vous donnerai tout à l'heure quelques chiffres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les crypto-monnaies. Un petit rappel, vraiment juste pour planter le décor avant de rentrer dans les définitions. Vous savez que l'origine de la monnaie, elle se confond avec l'histoire de l'économie et son usage est très ancien. À l'époque, déjà, lorsqu'on avait besoin de tomates et quelqu'un d'autre avait besoin de pommes de terre, on échangeait, on appelait ça du troc, on échangeait des marchandises. Donc, les premières civilisations ont d'abord échangé des biens contre des biens en fonction des besoins qu'ils avaient. À l'époque, donc, c'est le troc, les marchandises elles-mêmes servaient de monnaie. Au fil du temps, de nouvelles monnaies, de nouvelles types de monnaies ont vu le jour. On a à un moment donné entendu parler de certificats à l'époque de Marco Polo. Et les premiers billets de banque en Europe sont apparus en 1650, 1660, 17e siècle, je crois 1631, en Suède, pour la partie européenne, et un peu plus tôt, je crois, en Chine. Et puis, c'était la monnaie fiduciaire, hein, les premiers billets. Et aujourd'hui, on connaît davantage ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Et le monde étant ce qu'il est, étant en train de se digitaliser, les billets ont tendance à disparaître. On assiste davantage à de la monnaie, mais qui est simplement écrite, qui apparaît uniquement sur des comptes. Et on parle aujourd'hui donc de paiement électronique, de paiement par carte. Bref, le monde s'est digitalisé et la monnaie elle-même s'est digitalisée. Et donc, l'évolution étant ce qu'elle est, on en arrive aujourd'hui à parler des crypto-monnaies. Mais on va voir justement
est-ce que la crypto-monnaie est-ce qu'on peut vraiment la qualifier de monnaie en tant que telle? Alors, on va essayer, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de vous donner plusieurs définitions. On a la définition purement technologique. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle, qui n'a aucune forme physique, donc elle est par définition virtuelle. Elle s'échange de pair à pair sans intermédiaire, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Aujourd'hui, vous savez que les monnaies, Anouar reviendra dessus tout à l'heure, elles sont émises, elles sont imprimées par un organe central, donc qui est la banque centrale, et les crypto-monnaies, elles, fonctionnent sur un système qui, lui, est décentralisé. C'est déjà là le cœur du problème pour certains, en tout cas vu du côté des banquiers, cette décentralisation pose un problème. Donc, la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui n'a donc aucune forme physique et elle est décentralisée et elle permet de faire des échanges de pair à pair, c'est-à-dire d'une personne à l'autre sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance. Si j'ai envie d'envoyer l'équivalent de 1 000 € en Bitcoin à Anouar, je n'ai pas besoin de passer par une banque. Et cette crypto-monnaie, elle existe et elle circule grâce à la technologie blockchain que je vais définir dans quelques instants. Alors, ça, c'est la définition technologique. Mais dans le contexte français, dans le contexte européen, les régulateurs se sont intéressés à ce phénomène des crypto-monnaies pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils ont, c'est l'évolution technologique qui veut que tout le monde s'intéresse à la technologie. D'une part, pardon, et d'autre part aussi, c'est parce qu'il y a eu un engouement très fort sur les crypto-monnaies, jusqu'à ce qu'il y ait eu même donc des fraudes, il y a eu des arnaques, et donc des gens se sont fait voler de l'argent, se sont fait piquer quelques dizaines de milliers d'euros pour les plus chanceux, voire quelques millions pour les plus malheureux. Et donc les autorités ont été amenées à se poser des questions, notamment comment faire pour préserver et protéger les investisseurs. Les Français et les Européens sont très rigoristes en matière de réglementation financière et bancaire. Et donc, le code monétaire et financier, pour le contexte franco-français, définit les crypto-monnaies comme étant des actifs numériques. D'ailleurs, dans actifs numériques, en réalité, on ne parle pas que de la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie fait partie des actifs numériques. Il est défini comme étant toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement donc attachée à une monnaie ayant un cours légal et qui ne possède donc pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transféré, stocké ou échangé électroniquement. Ça, c'est la définition qu'on a dans l'article 54.10 du Code monétaire et financier. Pour le Parlement européen, on retrouve à peu près la même chose. Le terme monnaie virtuelle correspond à la représentation numérique d'une valeur qui n'est pas distribuée ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique et qui n'est pas attachée à une monnaie légale et donc ne dispose pas de statut légal de monnaie ou de devise, mais qui est toutefois acceptée par des personnes légales en tant que moyen d'échange qui peut être transféré, stocké ou encore échangé électroniquement. Vous voyez, le Parlement européen, là aussi, a donné une définition claire qui dit que la crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Et enfin, le dernier, l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, pour elle, les crypto-monnaies, qu'elle a qualifiées d'ailleurs de crypto-actifs, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie blockchain à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Un crypto-actif n'est pas une monnaie. Sa valeur se détermine uniquement en fonction de l'offre et de la demande. Les crypto-actifs ne reposent pas sur un tiers de confiance comme une banque centrale pour une monnaie. Donc on voit déjà là qu'il y a eu débat chez les autorités sur la qualification donc, de la crypto-monnaie. Alors, dans d'autres régions du monde, je n'ai pas fait un tour exhaustif, on n'a pas eu le temps de faire un tour exhaustif de toutes les juridictions pour savoir comment est-ce qu'elles ont été définies ailleurs, mais c'est intéressant de voir ici, dans notre contexte à nous, qui sommes en France et en Europe, de voir comment les autorités ont qualifié les crypto-monnaies. Alors, quelle est la promesse des crypto-monnaies? On va s'intéresser ici au Bitcoin, mais à travers le Bitcoin, plusieurs crypto-monnaies répondent à ces caractéristiques et donc à cette promesse qui est faite par les crypto-monnaies. L'une des principales promesses des crypto-monnaies, c'est de dire qu'elles sont accessibles à tout le monde.
Aujourd'hui, pour ouvrir un compte en banque, vous êtes obligé de passer par toute une démarche. Aujourd'hui, pour ouvrir un compte et détenir des crypto-monnaies, ben, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide et beaucoup moins compliqué. Donc, les crypto-monnaies, en tout cas dans les blockchains qui sont dites publiques, sont des cryptos ouvertes. Donc, on a besoin de la permission de personne pour détenir des crypto-monnaies. Elles sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer ce qui a été écrit dans le passé. Et là, c'est une caractéristique très intéressante sur les crypto-monnaies. Elles permettent également d'éviter ce qu'on appelle la double dépense. Les crypto-monnaies, pour plusieurs d'entre elles, en tout cas le Bitcoin, sont par définition également déflationnistes. On reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce point. Elles sont sans frontières, chacun peut participer, quel que soit son emplacement géographique, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa religion, bref, elles sont vraiment sans frontières, elles sont globales. Et un élément très important aussi, et ça c'est une caractéristique de la blockchain en soi, c'est qu'elles sont résistantes à la censure, c'est-à-dire qu'aucun organisme, aucun juge, aucun gouvernement ne peut vous empêcher de les miner, c'est-à-dire de les créer, d'une part, et de les utiliser. Donc, et aucun ne peut forcer aucune modification sur une crypto-monnaie lorsqu'elle a déjà été utilisée. Et puis enfin, dans sa promesse aussi, dans leur promesse, les crypto-monnaies nous disent c'est beaucoup moins cher d'échanger des crypto-monnaies ou de transférer des crypto-monnaies ou de transacter avec des crypto-monnaies. Un exemple très simple. Aujourd'hui, Anouar, si tu étais aux États-Unis, que j'avais 1000 euros et que tu voulais que je te transfère l'équivalent en dollars, ben, ça prendrait minimum, allez, pour les plus optimistes, 3 jours. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies et la technologie, ça va prendre l'espace de quelques secondes. Donc, voilà un petit peu les crypto-monnaies et leurs promesses. Alors, toutes ces crypto-monnaies, elles existent et elles circulent sur ce qu'on appelle la blockchain. Pendant très longtemps, en fait, on a associé la technologie blockchain exclusivement à la crypto. Tout simplement historiquement parce que le Bitcoin a été le premier et a été la crypto qui a fait vraiment le plus de bruit sur le marché. Et donc, pendant très longtemps, on pensait que blockchain, c'était exclusivement les crypto-monnaies. Or, la blockchain, en fait, c'est une technologie qui repose sur un registre décentralisé sur lequel on va pouvoir faire un certain nombre de transactions de pair à pair, c'est-à-dire directement entre deux parties sans avoir besoin de passer par un tiers de confiance. Sur ce réseau qui est distribué, dans lequel plusieurs personnes peuvent, enfin, tout le monde peut participer à condition d'avoir une puissance informatique suffisante et d'accepter les règles du jeu qu'on appelle donc le modèle de gouvernance. Donc, ce registre, il est décentralisé. En fait, il est distribué sur l'ensemble des participants au réseau. Et grâce à cette distribution, les transactions, lorsqu'elles circulent, elles sont vérifiées et, par conséquent, elles sont sécurisées par le protocole cryptographique. Et donc, la promesse de la blockchain, c'est de pouvoir faire des transactions transparentes, sécurisées et décentralisées. Donc, le principe de fonctionnement, c'est un enregistrement des transactions au sein d'un système de blocs qui vont s'ajouter les uns aux autres pour former donc une chaîne, ce qu'on appelle la blockchain, et qui ne peut pas être modifiée a posteriori. Une transaction, une fois qu'elle est enregistrée sur la blockchain, ça y est, c'est fini, vous ne pouvez pas revenir derrière. Quand vous avez utilisé un Bitcoin dans une transaction, on sait que ce Bitcoin, il a été utilisé dans cette transaction. Alors, quand je dis on sait, ça ne veut pas dire que tout est divulgué. On a une information qui correspond à une transaction, mais on ne sait pas qui est derrière la transaction. Je veux dire que ce n'est pas votre identité qui est divulguée. Même si dans certaines applications, vous avez l'obligation de vous authentifier pour pouvoir transacter, ça ne veut pas dire que votre identité est divulguée. Par contre, le bloc ou la chaîne de blocs est enregistrée et on sait à quoi correspond cette transaction. Ce qui fait que le Bitcoin que vous avez utilisé pour acheter une baguette de pain, eh bien, vous ne pouvez pas le réutiliser ailleurs parce qu'il a déjà été utilisé dans cette baguette de pain. Ce qu'on appelle, ici, la blockchain permet d'éviter ce qu'on appelle la double dépense. Donc voilà, je ne vais pas faire un cours sur la blockchain, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller les consulter pour en savoir plus sur cette technologie qui est passionnante
et qui permet de faire beaucoup de choses aujourd'hui, en plus de tout ce qu'on fait sur les crypto-monnaies. Alors, un mot maintenant sur le marché des crypto-monnaies. C'est un marché qui est aujourd'hui grandissant, sur lequel il y a, alors ce qui le rend très compliqué en fait, c'est qu'il y a énormément de crypto-monnaies aujourd'hui. 7637 à date du 10 novembre. Il y a 2 jours quand j'ai regardé. Juste pour vous donner un indicateur, hein, en septembre déjà, je travaillais sur le sujet. En septembre, il y avait 6974 marchés. Donc, vous voyez, il y a eu 663 nouvelles cryptos qui se sont lancées sur le marché. Parce que c'est très simple, en fait, de créer sa propre crypto. On reviendra dessus tout à l'heure. Et donc, il y a énormément de crypto-monnaies sur le marché. Raison pour laquelle on ne peut pas se prononcer de façon aussi simpliste pour dire les crypto-monnaies sont halal ou elles ne le sont pas. Est-ce qu'elles sont conformes ou pas au principe de la finance islamique? Et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, le marché représente 375 milliards de capitalisation en dollars, alors qu'en septembre, il était à 332. Donc, vous voyez que c'est un marché grandissant. Et ce marché est très, très largement dominé par Bitcoin, par Litecoin et par l'Ether. Alors, très rapidement, juste pour vous donner quelques chiffres sur les principales cryptos, les plus connues ou celles sur lesquelles il y a le plus de transactions et de volume. Donc, Bitcoin, bien sûr, sans surprise. Hein. Alors, quelques caractéristiques aussi intéressantes à retenir ici sur les différences entre les crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies qui, dès le départ, dans leur propre code, on sait qu'il y en aura, par exemple, pour le Bitcoin, qu'il n'y en aura pas plus que 21 millions d'unités de Bitcoin. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 18 millions, à peu près 18,5 millions qui sont déjà en circulation. Donc, il en reste à peu près 3 millions encore à miner. Sur l'Ether, qui lui circule sur la blockchain Ethereum, qui est aussi une blockchain publique, hein, comme Bitcoin, l'offre n'est pas plafonnée. Et on a aujourd'hui 113 millions d'Ether en circulation. Et le Litecoin, en fait, qui est une émanation de Bitcoin, en fait, c'est très simple de créer de la crypto-monnaie. À partir du moment où vous avez le code d'une crypto-monnaie, qui est open source, hein, qui est un code public, vous pouvez faire ce qu'on appelle un hard fork ou un soft fork, c'est-à-dire créer un dérivé ou une variante de la crypto-monnaie en partant de ce code-là, en y ajoutant vos propres spécificités. Et donc, il y a beaucoup de forks du Bitcoin qui ont été lancés sur le marché. Alors, on a aussi, par exemple, l'XRP de Ripple, qui lui, par contre, circule sur la blockchain RippleNet, qui est une blockchain privée. On a le XLM de Lumens, qui est lui aussi sur la blockchain Stellar, qui a fait l'objet, il y a quelques mois, d'une certification de conformité Sharia, mais en l'occurrence, là, c'est la blockchain hein, et une de ses utilisations. Stellar, entre parenthèses, aussi, c'est, on va dire, la blockchain beaucoup utilisée dans le secteur financier. Et puis, enfin, vous avez le Monero, qui a été créé en 2014, qui a à peu près 16 millions, 17 millions, un peu moins de 17 millions d'XMR en circulation. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que les usages de la crypto-monnaie vont être différents de l'une à l'autre en fonction qu'on soit dans une blockchain privée ou dans une blockchain publique. On va voir aussi qu'il y a des caractéristiques techniques qui sont différentes d'une crypto à l'autre. On va le voir ici. Les principales différences entre les crypto-monnaies, c'est d'abord la manière dont elles sont produites et dont elles sont dépensées. Donc, certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, le Dash ou Monero sont créées par un processus que vous connaissez qui s'appelle le minage. Ce qui implique en fait derrière qu'il y a de puissants ordinateurs qui ont donc une puissance informatique relativement forte pour résoudre une équation cryptographique et donc une formule assez complexe pour pouvoir miner et créer cette monnaie-là. On a des cryptos qui s'appuient sur des algorithmes un peu moins complexes, comme le NEM par exemple, et qui par conséquent aussi ont besoin de moins de puissance de calcul. Et puis vous avez des cryptos qui sont émises directement, comme le Ripple ou le LOT, directement par l'organisation qui est derrière. Donc il n'y a pas de système de minage.
Et donc, c'est très souvent le cas, par exemple, dans les blockchains privées, il me semble. Donc, voilà un petit peu quelques caractéristiques qui permettent de différencier les cryptos de l'une à l'autre. Bien sûr, il y a aussi l'utilisation qu'on va en faire. Donc, est-ce que c'est, par exemple, comme le Bitcoin, un moyen d'échange, qui est effectivement le Bitcoin est le plus accepté aujourd'hui comme étant, entre guillemets, une monnaie qu'on peut accepter quand on veut acheter une marchandise. Vous avez de grandes entreprises comme Dell, Microsoft et d'autres qui acceptent le Bitcoin, mais au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques, notamment fiscales, etc., qui se posent. Quand vous avez un bilan, quand vous faites une facture, est-ce que vous facturez en Bitcoin ou est-ce qu'on facture en dollars ou en euros et puis on met l'équivalent en Bitcoin? En réalité, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Lors d'un précédent webinaire, un participant nous disait qu'il avait acheté un appartement à Paris en Bitcoin. En réalité, le notaire, il a écrit la valeur de l'appartement en euros et il a écrit entre parenthèses l'équivalent en Bitcoin. Mais il est clair que les droits d'enregistrement ou les émoluments du notaire ont été payés, eux, en euros. Vous avez aussi des crypto-monnaies qu'on va retrouver qui vont permettre uniquement de payer les services de la blockchain où elle circule. Comme par exemple, c'est très souvent le cas de l'Ether pour l'une des plus grandes blockchains, qui est l'Ethereum, sur laquelle il y a énormément aujourd'hui d'applications et de volumes de transactions. Vous avez aussi des crypto-monnaies qui respectent totalement la vie privée, qui sont pour certaines anonymes, bien que cet anonymat est en train progressivement de disparaître, parce que les autorités tout simplement ont envie de savoir ce qui se passe derrière, et aussi parce que, il ne faut pas le cacher, historiquement, il y a eu beaucoup au départ, à la naissance notamment du Bitcoin, beaucoup de transactions et d'opérations un petit peu bizarres, de blanchiment, etc., qui fait que forcément, l'autorité a envie de savoir ce qui se passe. Bon, il y a aussi beaucoup d'autres, beaucoup d'autres caractéristiques techniques qui vont différencier une crypto d'une autre, notamment le temps nécessaire pour les créer. Vous avez des blockchains sur lesquelles il faut 10 minutes, par exemple, pour le Bitcoin, pour miner un Bitcoin, alors que sur Ethereum, c'est beaucoup plus rapide, et sur d'autres, comme Ripple, je crois que c'est quasiment instantané. Donc voilà un petit peu les quelques caractéristiques techniques qui différencient une crypto d'une autre. Et puis enfin, la stabilité, ou l'instabilité plutôt, je dirais, dans certaines crypto-monnaies a fait que le caractère, justement, la problématique de la stabilité s'est posée sur les crypto-monnaies. Pour ceux qui ont suivi ce qui s'est passé sur le Bitcoin en fin 2017, il y a eu un fort cycle de spéculation. Le Bitcoin a atteint un prix record pour chuter de façon drastique quelques heures ou quelques jours après. Et donc, forcément, derrière, on s'est dit, est-ce que les cryptos, notamment le Bitcoin, sont des choses qui sont stables? Et qui dit instabilité, dit aussi le prix du Bitcoin, la fluctuation de ce prix. Par conséquent, il y a eu des crypto-monnaies qui ont été créées derrière et qui sont adossées de façon directe à une monnaie fiat, à l'euro ou bien au dollar. C'est ce qu'on appelle donc les stablecoins. En fait, ce sont des cryptos hybrides. D'un côté, elles sont bien sûr basées sur la blockchain, et de l'autre, elles sont backées par des monnaies fiat, donc euros, dollars, etc., ou bien même par des métaux précieux. Donc, ce sont plus des tokens digitaux, on va dire ça comme ça, dont le but est de procurer une stabilité, celle des monnaies fiat, et d'apporter une sécurité, celle des crypto-monnaies. Donc, le stablecoin, en fait, il tente de concilier le monde réel, monétaire, et le monde virtuel, que j'ai mis ici, entre parenthèses, crypto-digital. Donc, je le disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, c'est très, très facile de créer sa crypto-monnaie. Si on a l'âme d'un Satoshi Nakamoto, d'ailleurs que personne ne connaît, on ne sait pas réellement qui est le créateur du Bitcoin, simplement l'esprit qui est derrière, celui d'un développeur ou d'un informaticien passionné, chevronné, qui a donc l'expertise nécessaire, mais surtout, ce qui est très important pour les crypto-monnaies, c'est d'avoir la sécurité informatique. Parce qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont été lancées avec une sécurité informatique très faible, et derrière, ça a fait beaucoup de dégâts et des gens qui ont perdu de
l'argent. Et je le disais tout à l'heure aussi en introduction, c'est pas très compliqué finalement de forquer, c'est-à-dire de reprendre le code source d'une monnaie, d'une crypto connue et de créer à partir de ce code-là sa propre monnaie. Donc, je le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle un hard fork ou un soft fork. C'est juste simplement la profondeur des modifications qu'on va faire sur une crypto-monnaie. Enfin, deux dernières choses avant de donner la parole à Anouar. Je suis désolé, Anouar, je me rends compte que je parle beaucoup et que le temps tourne, presque un peu plus d'une demi-heure. Alors, juste quelques chiffres intéressants sur les volumes qu'on a aujourd'hui dans ce qu'on appelle la finance décentralisée, parce que finalement, la finance décentralisée, elle reflète un peu de l'utilisation qu'on fait des crypto-monnaies. Donc, on va trouver, par exemple, les exchanges, c'est les places, les marchés secondaires sur lesquels s'échangent essentiellement les crypto-monnaies. Ça représente aujourd'hui 4,5 milliards de dollars. Les actifs réels, donc on va échanger de l'immobilier ou autre chose, et qu'on va payer là aussi en crypto-monnaie, donc les assets. Donc là, on parlera davantage d'ailleurs de tokens que de crypto. Ça représente à peu près aujourd'hui 3,5 milliards de dollars. Et puis on a les prêts. Il y a énormément de volume de prêts, enfin énormément, tout est relatif, hein, mais ça pèse aujourd'hui à peu près 5 milliards de dollars, avec notamment quelques grands acteurs comme MakerDAO, Binance, etc., qui sont très actifs sur ces sujets-là. Et puis enfin, pour un peu moins de 800 millions de dollars, on a des produits dérivés de crypto et des applications de paiement. Voilà, juste pour vous donner quelques chiffres sur les volumes de la finance décentralisée. On a remarqué, hein, entre parenthèses, que cette épidémie du Covid, pendant cette épidémie du Covid, il y a eu énormément d'applications, d'utilisation. Enfin, une hausse a été observée dans l'utilisation donc, des applications décentralisées, les DApp, dans l'univers de la finance décentralisée. Et puis enfin, vous ne pouvez pas parler de crypto-monnaie sans parler du regard du régulateur, donc des banques centrales sur les crypto-monnaies. Hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, les autorités regardent toutes les grandes initiatives sur les crypto-monnaies. On ne va pas dire d'un mauvais œil, parce que maintenant ils maîtrisent le sujet, mais ils le regardent avec un œil très, très prudent. Et de plus en plus de banques centrales sont en train d'émettre, non pas des crypto-monnaies, il ne faut surtout pas appeler ça comme ça, mais ce qu'ils ont appelé des monnaies digitales de banques centrales, ce qu'on appelle les CBDC, Central Bank Digital Currency, qui sont donc des monnaies digitales émises par la banque centrale, qui vont s'échanger au pair avec les billets et les réserves, et qui sont utilisables dans des transactions de pair à pair, et qui vont circuler, notamment sur la blockchain. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails techniques de ces CBDC, mais simplement ce qu'on voulait dire ici, c'est que les banques centrales, elles aussi, n'ont pas créé leur propre crypto-monnaie, mais attention, il ne faut surtout pas appeler ça comme ça, mais elles ont créé pour certaines d'entre elles, quelques monnaies digitales. Voilà, je te passe la main à Noir. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Je suis désolé d'avoir été long. Désolé également pour le public. Non, tu n'as pas été long du tout. Je vais te laisser passer les slides parce que je n'ai pas la main sur les slides. Tu la vois la donc, slide, si tu là pouvais juste… Ouais, parfait, parfait. Alors ça, c'est fondamental, chers amis. Bonsoir à tous et merci d'être là et de rester avec nous pour cette discussion qui, j'espère, nourrira un certain nombre de questions chez vous. On aura tout le loisir d'en discuter. Alors, on ne se rend pas compte du bouleversement des crypto-monnaies ou les crypto-actifs. On verra la différence tout à l'heure un peu plus en détail, sont en train d'apporter à la théorie monétaire. Pour ceux d'entre vous qui ont bien suivi les cours d'économie monétaire et de théorie monétaire en première ou en deuxième année de fac, on sait bien, et il est important de le rappeler, que finalement une monnaie, quand elle est émise, ce n'est rien d'autre qu'une émission obligataire. Donc une banque centrale, lorsqu'elle gère la base monétaire, ce sont les pièces et les billets avec les réserves obligatoires qui sont déposées par les banques à chaque fois qu'elles ont un dépôt. Le passif, on doit reprendre cette slide et notamment la partie gauche,
Au passif d'une banque centrale, vous avez qui est le degré zéro de la monnaie. D'ailleurs, on l'appelle M0. En Europe, c'est 11 000 milliards, c'est 11 trillions, sachant que la masse monétaire, si on rajoute les dépôts et toutes les autres formes de monnaie qui sont banques commerciales, c'est 10 fois plus, 100 000 milliards. Donc la base monétaire, c'est à peu près 10%, et on dit que le levier est de l'ordre de fois 10. À partir du moment où une banque centrale émet un billet pour 100 euros, il faudra savoir qu'il y aura 1000 euros qui sera créé par les banques. Et ce sont les banques qui créent la monnaie. Les banques centrales autorisent la création monétaire. Si on regarde le bilan d'une banque centrale, une monnaie, quand elle est émise par la banque centrale, n'est rien d'autre qu'un bout de papier avec un chiffre, 10, 100 ou 500 ou 200, avec la signature du gouverneur. Et donc, finalement, une monnaie, celle que vous avez dans la poche, 10 euros que vous avez dans la poche, c'est une obligation que vous portez et dont le débiteur est la banque centrale. Là, elle a un taux de rendement, elle a un taux d'intérêt, d'accord, qui est moins l'inflation. Et c'est la raison pour laquelle les banques centrales contrôlent l'inflation. Sinon, c'est du vol. Et à l'actif des bilans des banques centrales, vous avez trois grandes catégories de créances. La créance sur le système bancaire, les banques centrales prêtent aux banques, et c'est la raison pour laquelle on parle du système bancaire. Les banques centrales soutiennent les banques, placent une partie de la base monétaire dans le système bancaire. L'autre grande catégorie de créances, qui sont de la base monétaire, le degré zéro de la masse monétaire, c'est la créance sur le marché obligataire. Les banques centrales détiennent des obligations d'État. Et puis enfin, ce qui a fait beaucoup l'émergence, c'est moins le cas aujourd'hui dans les pays dollarisés ou euros, des créances sur l'étranger sous forme de réserves, des réserves de change. D'accord ? Donc toutes les banques centrales du monde émettent en leur propre devise et détiennent des devises qui sont émises par d'autres banques centrales, qui sont autant d'obligations en dollars, en euros ou autres. Donc en l'occurrence et en première analyse, gardez ça en tête. Une monnaie, c'est d'abord une émission obligataire, un bond. Et donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, la partie droite du slide, dans le système décentralisé, avec une monnaie cryptographique, vous avez exactement le même bilan. La comptabilité ne ment pas. S'il y a bien quelque chose qui est parfaitement équilibré, c'est la comptabilité. Donc vous avez des coins ou des tokens, on pourra discuter de la différence entre les crypto-monnaies, donc des monnaies cryptographiques qui sont émises par le système de manière totalement décentralisée. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a à son actif. À un moment, des bitcoins ont été émis très tôt dans le processus, 2008, et puis on a reçu des dollars en contrepartie. Ces dollars ne sont pas stockés. Au demeurant, ces dollars ont été utilisés pour acheter des biens qui ont été consommés ou pour acheter des actifs qui ont été stockés. Mais à aucun moment, et c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation, on a d'actifs sous-jacents. Il y a une question qui est arrivée, je lisais le chat au même moment. En quoi une crypto-monnaie pourrait-elle devenir Sharia compliant, donc en conformité avec les principes du droit musulman? Eh bien, il y a une condition déjà. On verra qu'il y en a deux autres, mais il y a une condition, c'est que une crypto-monnaie, pour se prévaloir de son caractère charaïque, d'ailleurs on ne dit pas chariatique pour ceux d'entre vous qui font de la finance islamique, on dit charaïque, pour se prévaloir de son caractère charaïque, un halal coin va devoir être adossé sur des actifs. Et ces actifs vont devoir être identifiés par la blockchain et surtout être identifiés en permanence. Donc une des conditions pour que une crypto-monnaie soit considérée par des jurisconsultes à l'aune d'une fatwa, c'est la deuxième condition, il faut une fatwa pour s'assurer que la crypto-monnaie est en effet halal quand elle se prévaut de son caractère charaïque, il faut un actif sous-jacent. Et ça, c'est la grande différence entre les crypto-monnaies conventionnelles et les crypto-monnaies islamiques. Les crypto-monnaies conventionnelles n'ont pas besoin d'identifier des actifs sous-jacents. En revanche, une crypto-monnaie islamique doit pouvoir identifier des actifs sous-jacents. Et c'est la raison pour laquelle on parle de smart obligations, parce que autant les obligations émises par les banques centrales sont des obligations conventionnelles, autant les crypto-monnaies sont aussi des obligations émises par un système décentralisé, comme Booker l'a bien souligné, mais ce sont des obligations smart, c'est-à-dire qu'elles reposent sur des contrats qui sont matérialisés essentiellement dans la blockchain, mais nulle part ailleurs. Vous n'aurez pas de papier, vous n'aurez pas qu'on va vous envoyer par la poste ou par autre moyen de communication, je dirais, conventionnel standard. Voilà. Donc, on a des smart obligations qui sont émises par le système et on verra tout à l'heure que, en définitive, les crypto-monnaies charaïques sont des smart sukuk. Les sukuk,
étant l'équivalent islamique des obligations conventionnelles. On va en parler tout à l'heure, notamment quand on parlera d'un certain nombre de cas concrets. Il existe des smart sukuk qui prennent la forme de tokens Sharia compliant. Celui sur lequel j'ai travaillé, c'est pour ça que Booker m'a fait l'amabilité de m'inviter, c'est le Kintar. J'ai fabriqué le Kintar avec une équipe et on verra comment le Kintar fonctionne et pourquoi le Kintar est considéré comme une crypto-monnaie, si tant est que ce soit une monnaie, mais on va y revenir. Booker, je te repasse la parole. Merci Anwar pour ton intervention et je vois que tu as déjà commencé à anticiper comment dirais-je, quelques questions et que je vois aussi, j'étais en train de regarder le chat et effectivement les gens sont impatients et c'est justement le moment où on va parler maintenant de la problématique islamique dans la crypto. Parce qu'il était, en tout cas d'un point de vue pour nous pédagogique, avant de rentrer dans la caractéristique de la vision islamique de la crypto-monnaie, il fallait déjà comprendre qu'est-ce que la crypto-monnaie. Alors, la première question qu'on est amené à se poser, tu l'as déjà un peu anticipé, Anwar, c'est les crypto-monnaies ont-elles réellement les attributs d'une monnaie? Est-ce que finalement, ce n'est pas une marchandise? Est-ce que réellement c'est une monnaie? Ou est-ce que ce sont simplement un certain nombre d'instruments financiers? Et puis on l'a déjà vu tout à l'heure, notamment la manière dont ça a été qualifié par certains régulateurs, on est plutôt dans la logique d'instruments financiers. Alors, si les crypto-monnaies sont une monnaie, elles doivent donc au moins répondre à un certain nombre d'attributs. Une monnaie, comme chacun sait, elle doit avoir l'attribut d'unité de compte, elle doit être un moyen d'échange et elle doit également avoir elle doit être également une réserve de valeur. Et dans sa dimension islamique, en plus, il faut qu'elle ait ce qu'on appelle le legal tender, cette autorité. Et on va voir justement dans quel cas c'est possible ou pas. Donc, si c'était une marchandise, est-ce qu'elle est mesurable? Est-ce qu'elle a une valeur intrinsèque? Est-ce qu'elle est identifiable? Est-ce qu'on peut en détenir la propriété? Est-ce qu'on peut la transférer? Donc voilà, ce sont les attributs d'une marchandise. Et on va le voir aussi tout à l'heure, je reviendrai sur les attributs de la monnaie dans la vision islamique. Alors, si je fais l'exercice de attribut versus crypto-monnaie, on va prendre la crypto-monnaie la plus connue qui est le Bitcoin. Alors, premier attribut, unité de compte. Unité de compte, c'est le moyen pour permettre justement de tenir une comptabilité juste et ordonnée. Donc, pour les monnaies fiat, euros, dollars, etc., aujourd'hui, elles permettent de mesurer, et elle est un étalon de référence pour pouvoir calculer et donc mesurer à l'échelle de tous les échanges, à l'échelle de tous les échanges économiques. Autre chose aussi très important, l'État se porte garant de sa valeur faciale. Conséquence de quoi, les agents économiques peuvent avoir une certaine confiance, et ça c'est le cœur du sujet, avoir une confiance dans les monnaies, dans leur forme actuelle. Alors, est-ce que le Bitcoin revêt cet attribut d'unité de compte? Et puis les autres crypto-monnaies. Est-ce que le Bitcoin remet en cause le pouvoir de l'État? En l'occurrence, là, oui. Les crypto-monnaies remettent en cause le pouvoir de l'État en tant que garant, dans la mesure où justement on n'a plus ce tiers de confiance, qui est l'État. Et donc, qu'est-ce qui va se substituer au tiers de confiance? Eh bien, c'est la blockchain, ce système décentralisé. Ceci dit, en réalité, il est encore vraiment trop tôt, le marché n'était pas assez mature pour savoir quel est le niveau de confiance que l'on peut avoir dans les crypto-monnaies ou dans certaines d'entre elles, notamment le Bitcoin, où, effectivement, certains disent que cette confiance existe, mais le volume des transactions est encore trop faible pour pouvoir généraliser cet attribut. Autre chose aussi, regardons maintenant l'attribut moyen d'échange. Donc, la monnaie fiat, euro, dollar, etc., du fait de sa liquidité, de sa disponibilité en grande quantité et son caractère impérissable, est un moyen d'échange par excellence. Est-ce que cet attribut-là, on va le retrouver dans les crypto-monnaies?
bah, c'est peut-être le plus respecté, en tout cas pour le Bitcoin, ou pour certaines d'entre elles, qui est basé donc sur cet échange, lui, est basé sur des protocoles cryptographiques. Ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, c'est la monnaie fiat qui reste encore l'État, pour donner cette valeur. Aujourd'hui, quand vous achetez des bitcoins, bah, vous allez les échanger contre des dollars ou des euros la plupart du temps. Okay, donc, bon, je le disais tout à l'heure aussi, certaines grandes entreprises comme Dell, Wikipédia, on a même le Croissant Rouge américain et Microsoft qui acceptent les bitcoins. Donc, c'est bien d'avoir des grandes entreprises comme ça qui acceptent le bitcoin. Ça permet justement de se dire, bon, au moins, on a ce moyen d'échange, cet attribut-là que l'on peut coller de façon, on verra définitive ou pas, aux crypto-monnaies. Mais reste encore à soulever les questions d'ordre purement comptable et fiscal. Comment je vais déclarer un bilan dans une entreprise? Si j'ai, je ne sais pas moi, 10 000 bitcoins, dans mon bilan, je ne vais pas dire que je détiens 10 000 bitcoins. Je vais dire que je détiens tant d'euros équivalent en bitcoin. Mais dans mon bilan, je ne vais pas, pour l'instant, le Trésor public ne reconnaît pas, en tout cas à ma connaissance, le bitcoin comme étant une monnaie non plus. Qu'est-ce qu'on a encore? Le dernier attribut qui est également intéressant d'étudier pour savoir est-ce que on va retrouver cet attribut-là, qui sont les attributs de la monnaie dans les cryptos, c'est la réserve de valeur. Donc une réserve de valeur, c'est un moyen d'investir ou un moyen d'épargner, d'accumuler cette richesse durant une période déterminée ou indéterminée et la possibilité de pouvoir l'utiliser à la fin de cette période. Donc, c'est ça qui fait que la monnaie fiat est une réserve de valeur. Donc, est-ce qu'on va retrouver ça dans toutes les crypto-monnaies? Ben, c'est encore trop tôt pour pouvoir le dire. Il y a certaines cryptos qui sont relativement fragiles. D'autres, comme le Bitcoin, bon, ça fait 10 ans qu'il existe. Et effectivement, pour l'instant, certains en ont fait une valeur refuge, entre guillemets. Est-ce qu'on peut la qualifier de valeur, de réserve de valeur? Je franchirai personnellement pas le pas. Et en plus, on l'a vu aussi, la très très forte spéculation à laquelle a fait face le Bitcoin fait que bon, on a finalement cette épargne ou ces placements qui peuvent fondre en l'espace de quelques instants. Vous allez me dire, une monnaie fiat aussi peut complètement s'effondrer, mais il est clair qu'une monnaie électronique, qu'une crypto-monnaie peut s'effondrer beaucoup plus facilement qu'une monnaie fiat. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les différents attributs et on voit bien ici qu'on ne retrouve pas en tout cas dans toutes les crypto-monnaies et même chez le Bitcoin qui est la crypto la plus connue, la plus utilisée, on ne va pas retrouver tous ces attributs-là. Donc le qualificatif monnaie sur les crypto-monnaies fait que bon, l'analyse va être complètement différente. Je vous ai mis également à l'écran un petit tableau dans lequel on a une petite comparaison. Alors là, il n'y a pas que les cryptos, mais également d'autres monnaies numériques comme le Libra, par exemple, hein, qui n'est pas considéré comme une crypto. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est simplement, vous voyez la colonne de gauche où tout est noir, où on peut comparer justement certains attributs de la monnaie, comme le pouvoir libératoire, la réserve de valeur, unité de compte, la stabilité, le respect de la souveraineté, etc., etc. Donc, en noir, vous voyez que pour les monnaies fiat, bah, tous ces attributs sont très forts. On va voir que dans les Bitcoin, l'Ether, etc., donc dans les crypto-monnaies, bah, le pouvoir libératoire, il est inexistant. Réserve de valeur, on l'a vu, chez certaines, c'est possible. Unité de compte, bah, pour l'instant, on ne peut pas encore comptabiliser en crypto. Stabilité, vous voyez, là aussi, c'est encore relativement inexistant. Hein. Moi, j'aurais mis peut-être faible. Respect de la souveraineté, bah, par définition, elles sont décentralisées, donc elles cherchent à fuir toute centralisation, toute souveraineté. Et voilà, donc ce qu'on peut dire sur à travers ce tableau que je vous partagerai, et ce qui nous intéressait ici, ce n'est pas de toutes les comparer, parce que tout le reste ne sont pas des crypto-monnaies, mais pour certaines des monnaies digitales. Alors, maintenant, d'un point de vue purement islamique, les crypto-monnaies, on repose la même question, dans quelle catégorie on joue? Tout à l'heure, Anouar, tu as déjà commencé un petit peu à dire dans quelle catégorie on était. Plutôt actif financier, on va voir un peu plus en détail
tout à l'heure. Mais en tout cas, l'attribut monnaie, là aussi, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, la plupart des savants, pour l'instant, ne le reconnaissent pas, ne qualifient pas les crypto-monnaies de monnaie. Alors, avant même d'aller plus loin sur ce que disent les savants sur le sujet, bon, il y a un certain nombre de problématiques juridiques et éthiques qu'on peut poser sur les crypto-monnaies. La spéculation, on l'a dit tout à l'heure, finalement, aujourd'hui, quand on regarde la finance décentralisée, les crypto-monnaies ne sont pas utilisées pour acheter des marchandises. Elles sont vraiment utilisées voilà, comme un support d'investissement sur lequel il y a énormément de spéculation. On utilise les crypto-monnaies pour faire du prêt, alors qu'à la base, initialement, l'idée de la décentralisation, c'était de créer un système financier qui, on va dire, qui essaie de fonctionner de façon différente de ce que fait le système financier classique. Or, ce qu'on observe, c'est qu'on est simplement en train de reproduire à l'échelle des individus ce qui se fait à l'échelle des grandes banques du monde. Donc aujourd'hui, tout le monde peut créer sa crypto-monnaie et monter sa plateforme et dire je prête ou venez placer vos cryptos chez moi. D'accord ? Donc voilà, l'intervention d'ailleurs des régulateurs là-dessus fait que c'est pour contrôler et éviter justement qu'il y ait trop d'arnaques dans ce marché-là, bien qu'il y en a énormément. Rien qu'en 2017, il y avait presque il y a eu énormément de victimes. Il y a une seule crypto-monnaie qui, à elle seule, a fait presque une centaine de personnes qui se sont fait voler l'équivalent d'à peu près 6 millions d'euros. Donc, c'est pas rien quand même. Mais bon, quand on vous promet un rendement autour de 20 ou 25%, bon, il faut vraiment se poser des questions sur le sérieux du placement qu'on vous propose. Autre chose aussi, il y a ce qu'on appelle le risque 51, qui est un risque purement technique. C'est que quelqu'un qui a une puissance de calcul plus forte que la vôtre, s'il a plus de 51% de la force de calcul du réseau, il peut prendre la main sur le réseau. Et là aussi, on a déjà vu des détournements de crypto-monnaies. Et donc, par conséquent, c'est des détournements de l'équivalent en euros ou en dollars qui est derrière. Et donc, voilà, tout ça fait que, en l'absence d'un cadre réglementaire, il y a énormément de questions quand même à se poser. Et cette slide aussi, on a tenu à la mettre ici, parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce qu'on peut investir dans les crypto-monnaies? La réponse est, comme tout support d'investissement, il faut regarder qui le propose et ce qu'on vous propose, et le contenu en fait du support d'investissement. Il faut donc être très très attentif d'abord sur le caractère financier de l'investissement, avant même de s'interroger sur le caractère halal ou pas halal de la question. Et donc maintenant, sur l'analyse halal ou pas halal, justement, quand on regarde le contenu de ce qu'on vous propose, si on vous dit que c'est adossé à quelque chose, et là on va rentrer un peu plus dans le détail, eh bien l'analyse va se faire à travers le prisme de cet adossement, notamment. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du risque 51, simplement rappeler aussi quels sont les attributs de la monnaie dans la vision islamique. On a ce qu'on appelle le premier attribut, thamaniya, c'est ce principe qui implique que toute unité d'échange monétaire a besoin d'une certaine dose de confiance en son pouvoir. Sa fiduciarité est en effet basée sur la reconnaissance de son effectivité en tant que moyen de règlement valable. Donc, vous voyez, cette notion de pouvoir et de confiance sont fondamentaux dans les attributs de la monnaie. Deuxième attribut, selon la vision islamique, c'est sa fongibilité, le fait qu'elle disparaît par l'usage et elle peut être remplacée par l'équivalent ou par quelque chose, une espèce qui est de la même nature. Troisième attribut, c'est sa liquidité, le fait qu'elle est disponible en grande quantité et qu'elle est immédiatement utilisable. Et puis enfin, son universalité, le fait qu'elle s'impose par le biais de sa souveraineté étatique, et on le verra dans les avis des savants, cette souveraineté centrale étatique, elle est fondamentale. Et donc, elle s'impose à tous les acteurs de la communauté dans laquelle cette monnaie va fonctionner. Donc ça, c'est extrêmement important de le retenir. C'est une synthèse vraiment du statut de la monnaie dans la vision islamique. Alors, on a aussi regardé un peu les avis, les fatwas des différents savants. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la technologie, elle évolue tellement vite
que finalement, une fatwa, elle est toujours à prendre dans un espace à la fois géographique, mais temporel donné. Donc, cette technologie, elle évolue à une vitesse tellement fulgurante qu'un savant peut très bien dire aujourd'hui non, la crypto, elle n'est pas halal, mais dans 3 mois, il va changer d'avis parce que l'évolution technologique ou sa compréhension de la chose elle-même, elle aura évolué. Vous avez un papier qui est très intéressant qui a été fait par ISRA, qui est cet institut de recherche malaisien, qui s'appelle Sharia Verdict sur on cryptocurrency. On a regardé à la fin, vous avez ici la synthèse. Vous avez plusieurs positions. En fait, pour certains, c'est prohibited, c'est interdit, haram, pour plein de raisons, notamment le fait qu'il y a beaucoup de spéculation, le fait qu'il n'y ait pas de pouvoir central, le fait également que le risque est excessif là-dedans, que le gharar, donc l'incertitude, l'aléa, sont forts dans les crypto-monnaies, raison pour lesquelles ces positions de savants ont été données comme ça. Surtout que ce papier, cette publication a été faite au lendemain donc de ce qui s'était passé fin 2017 sur le Bitcoin. Donc la hausse phénoménale et la dégringolade également phénoménale. Pour d'autres savants, notamment en Afrique du Sud, bon, pour eux, elle reste permise parce qu'à partir du moment où on les accepte comme moyen d'échange, pour eux, donc, ils n'y voient pas d'inconvénient là-dedans. Mais attention, ne le qualifie pas forcément de monnaie. Plus récemment encore, en 2018 et 2019, on a eu quelques savants également qui se sont exprimés sur le sujet. Dr Ali Al-Qoradari, qui est qatarien, qui en a parlé en 2017, mais également plus récemment en 2019. Bon, pour lui, au départ, il était clair qu'il était interdit de transacter sur les cryptos. Elles ne sont strictement pas considérées comme de la monnaie. Il est clair pour lui qu'elles ne revêtent pas les attributs de la monnaie. Et en plus de cela, l'absence d'un cadre réglementaire et le fait qu'elles ne sont pas supervisées par une autorité centrale est un véritable problème. Elles pourraient être acceptées si elles sont émises par des banques. Or, on voit bien que sur le plan technologique, la décentralisation veut justement se débarrasser d'un tiers de confiance. Donc, bon, on parlerait d'autre chose. Et donc, en l'absence de cadre réglementaire, même pour lui, il ne peut pas les qualifier non plus de crypto-actifs, de crypto-assets, parce qu'il y a la problématique pour lui de l'absence d'une valeur intrinsèque. Docteur Abdestar Abou Rouda, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, que Dieu lui accorde sa miséricorde, il rejoignait énormément l'avis de Docteur Ali Qoradari. L'absence notamment d'une autorité centrale est un élément déterminant pour lui qui a fait qu'il ne considère pas les crypto-monnaies comme étant halal. On a Dr Mohamed Daoud Bakar, qui est malaisien, qui a une vision un peu plus pragmatique et peut-être un peu plus long-termiste, je dirais, qui lui a plus regardé la technologie blockchain et ses atouts, et c'est plus sur ça qu'il s'est concentré pour exprimer une opinion, pour dire que de toute façon, les crypto-monnaies, c'est incontournable, on ne pourra pas s'en débarrasser, on ne pourra pas vivre sans. C'est un phénomène auquel on va faire face quoi qu'il arrive. Donc pour lui, il se dit à partir du moment où on peut faire un certain nombre de choses grâce à la blockchain, notamment même payer sa zakat et apporter un certain nombre comment dirais-je, d'atouts sur la blockchain, notamment en termes de transparence, etc., il dit pourquoi pas. Il dit pas non, pour lui c'est pas binaire. Il dit on peut faire des choses intéressantes avec les crypto-monnaies. Bon, mais sinon, dans la plupart des écoles, des grandes écoles juridiques comme Hanafi, Shafi'i et Hanbali, bon, l'absence d'un organe central fait que, pour l'instant, ça penche plutôt pour une non-conformité de la crypto-monnaie en tant que monnaie. C'est très important, ce que je dis, c'est de la qualifier en tant que monnaie. Maintenant, quand on regarde ce qu'il y a sur le marché, et là, je vais passer la parole dans quelques instants à Anouar pour nous parler d'une expérience extrêmement intéressante, justement du concret. Quand on regarde un peu ce qui se fait sur le marché des crypto-monnaies présentées comme étant halal, en fait, on se rend compte que ce ne sont pas des monnaies. Elles n'ont aucune d'entre elles n'a les attributs dont on vient de parler. Donc, on est plutôt dans des crypto-actifs
pour certains, là, on a vu 1 gramme sur lesquels les volumes sont très petits, qui est adossé à de l'or, à 1 gramme d'or. On a le Hello Gold, pareil, qui est adossé à l'or. On a le XLM qui a obtenu une certification pour Stellar. Et on a le X8X, là aussi, qui est un token sur Ethereum et qui est backé par. Donc on est plutôt là dans le stablecoin, donc adossé à un portefeuille, à un panier de devises et à de l'or. Et puis on a le Qintar, et je vais passer la main à Noir pour nous présenter un peu cette initiative extrêmement intéressante. Tu nous diras d'ailleurs où ça en est, et un petit peu, si tu peux nous raconter un peu l'histoire du Qintar, et ce qu'il est aujourd'hui, et ce qu'il pourrait devenir justement demain. Absolument. Bah, écoute, si tu peux me passer la slide suivante, je vais décrire le Qintar. On a travaillé dessus, on l'a fabriqué, et donc c'est le moment de vous donner une expérience réelle de fabrication de bout en bout de crypto-monnaie Sharia compliant. Alors, c'est pas une crypto-monnaie, on va y revenir tout à l'heure. Hein, c'est plutôt un crypto-asset, un crypto-actif. Et vous verrez que cette expérience a ses beautés et ses faiblesses, ses forces et ses limites. Donc l'idée, c'était pas de réinventer la roue. Hein, on n'a pas créé une blockchain. On a utilisé la plateforme d'Ethereum pour le Qintar. Et la grande différence, c'est qu'on a plugué sur la plateforme d'Ethereum, on a plugué ce qu'on a appelé ISL blockchain. Donc, vous voyez sur cette slide en haut, ISL blockchain, c'est Islamic blockchain. Donc, la première condition, on verra que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 3 conditions pour rendre un token, un coin ou un crypto-actif Sharia compliant. La première, c'est qu'il faut que les contrats qui traversent la blockchain soient tous des contrats islamiques. Pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de finance islamique ou qui s'y sont intéressés sur le web ou par leur lecture, vous savez que la finance islamique est d'abord une finance. Donc, il faut que les contrats soient en conformité avec le droit musulman. Ça, c'est la première condition. Et donc, ISL blockchain, vous la retrouvez sur le Google en arabe, vous tapez sur Wikipédia en arabe, et vous allez trouver ISL blockchain. Ça n'a pas été traduit en anglais, mais on peut traduire, c'est un peu fastidieux. Mais en tout cas, tous les contrats qui traversent la blockchain adossée à la plateforme Ethereum sont des contrats de finance islamique. Et je vais vous dire tout à l'heure quels sont les. Alors, la deuxième condition, c'est qu'il faut des actifs sous-jacents qui soient eux-mêmes en droit musulman. Et les actifs sous-jacents qu'on a utilisés pour le Qintar, c'est 50 000 m² à la Mecque, qui étaient en concession avec le gouvernorat de la Mecque, de telle sorte à développer une immobilière où vous avez sur ces 50 000 m² à construire, à viabiliser d'abord et à construire, de l'immobilier résidentiel et de l'immobilier commercial. Et donc l'idée générique et fondamentale qui était la nôtre, c'est de dire, quand vous échangez des dinars, des dirhams, des euros ou des francs suisses contre des dollars, cette monnaie fiat que vous du promoteur immobilier va servir à la promotion immobilière. Et donc, qui dit promotion immobilière, si vous avez fait un peu de finance islamique, on va utiliser plusieurs contrats. Un contrat de istisna, qui est un contrat de construction, et puis ensuite un contrat de leasing, un contrat de crédit bail, qui vous permet de générer des rendements. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez sur la bande bleue qui dit Smart Sukuk, ce sont des Sukuk, c'est des obligations qui sont émises par le biais méthodologie Islamic blockchain qui se matérialise par des Qintar que vous avez dans vos qanatir au pluriel, mais Qintar au singulier, qui se matérialise dans votre wallet. Qintar dans votre wallet, vous êtes en fait détenteur d'une obligation qui vous permet de générer du rendement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une banque centrale émet de la monnaie, cette monnaie a un rendement. C'est une obligation qui est émise par la banque. C'est moins l'inflation. Et c'est la raison pour laquelle les banques centrales contrôlent l'inflation. S'il y a trop d'inflation faciale de l'obligation que vous portez dans votre poche, elle tend à se réduire à mesure que le temps passe. Donc, il y a une érosion de la monnaie fiat. Un smart sukuk, c'est l'inverse. Le rendement, il est positif. C'est-à-dire que si vous détenez des actifs de ce type-là adossés à des actifs réels tangibles,
alors vos qanatir donneront des petits qanatir, puisque vous accumulez de la richesse qui elle-même est accumulée au niveau de l'actif sous-jacent. Donc, première condition, que la blockchain soit islamisée. La deuxième condition, c'est que les actifs sous-jacents soient eux-mêmes en conformité avec le droit musulman. La troisième condition, c'est une fois que vous avez fait tout ça, il faut quand même demander à un tiers de confiance. Alors là, en l'occurrence, c'est pas l'État, ce sont les jurisconsultes, de rédiger une fatwa. Et donc, il a fallu qu'on interroge 8 jurisconsultes. La fatwa que je vais vous présenter dans la slide suivante, c'est une fatwa du cheikh de l'université d'Al-Azhar en Égypte qui nous a fait la bonté de relire tout ça. Alors, c'est pas exactement cette slide, c'est celle-ci. Voilà, donc à gauche, on leur a fait traduire celle-ci dans toutes les langues possibles et imaginables avec le poinçon de l'université. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, une fois qu'on a les actifs sous-jacents, l'Islamic Chain, qu'on s'assure que tous les contrats sont Sharia compliant et que l'actif sous-jacent est lui-même Sharia compliant et qu'il génère du rendement par les détenteurs d'obligations smart sukuk. On n'avait aucun problème à demander la fatwa. Et on en a eu 8 autres comme ça, y compris par un jurisconsulte ouïghour qui nous vient de Chine, et les Jafarites chiites nous ont aussi, en tout cas pour le marché iranien, nous ont fait ce plaisir-là. Je vais revenir sur la slide précédente et je voulais aussi répondre à la question que Booker a. Est-ce que ces cryptoactifs sont des crypto-monnaies? Ce sont des cryptoactifs, c'est clair, ce sont des sous-coucs. Donc, ce sont des obligations que vous portez sur votre wallet et qui font des petits, le cas échéant, si les actifs sous-jacents génèrent du rendement. S'ils ne génèrent pas du rendement, vous allez faire des pertes. C'est un peu normal. En l'occurrence, est-ce que celle de juste avant où il y avait le petit robot qui appuie sur un bouton pour vous parler de l'écosystème du Kintar. Alors l'écosystème du Kintar, il est intéressant. Donc là, que fait en fait, voilà, c'est comme si on était à l'intérieur d'un smartphone et que le smartphone achetait du Kintar. Donc là, il achète des Kintar qui sont immédiatement crédités sur le wallet à la première chaîne. Ensuite, si vous achetez beaucoup de Kintar, vous avez un certificat de baleine. Vous êtes une baleine. Baleine, c'est whale. Whale, c'est quand vous avez beaucoup de qanatir, donc vous avez un certificat de détention de grande quantité. Une carte vous est émise, donc une carte. Vous pouvez payer avec vos Kintar, c'est toute la question. Vous la voyez en haut. À gauche, l'espèce de cercle doré, c'est que vous êtes immédiatement membre d'une communauté, la communauté des détenteurs de qanatir, qui s'appelle Anadou. Et Anadou, c'est la communauté, on peut s'échanger des informations, savoir comment ça se passe, etc. Donc là, vous avez tous les attributs de réserve de valeur. Mais vous n'avez pas encore l'attribut fondamental qui est l'attribut de valeur d'échange. C'est-à-dire que votre Kintar, qu'est-ce que vous en faites? Et c'est là que le bas blesse, et c'est là que malheureusement le Kintar n'est pas celui que nous envisagions au départ, puisque l'équipe a eu beaucoup de discussions sur ces questions-là. C'est bien d'avoir une réserve de valeur, c'est bien d'investir dans la promotion immobilière, mais une fois des qanatir, pour ceux qui sont plus arabophones, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux, les retransformer en dollars, en euros, en dinars, en dirhams ou en je ne sais quelle monnaie fiat émise par une banque centrale? Première question. Et la deuxième question, donc est-ce qu'elle est échangeable? Donc fongible. Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux acheter des choses avec? Est-ce que je peux acheter ma baguette de pain? Boubker, tu parlais de baguette de pain. Est-ce que je peux acheter une voiture, une maison? Est-ce que je peux tout simplement commercer tous les jours? Et la réponse est oui, dans une certaine mesure. Pour pouvoir commercer en Kintar, vous n'avez un seul endroit, vous n'avez qu'un seul supermarché qui s'appelle Citra. Et autre chose. Vous pouvez acheter des billets d'avion pour aller à la Mecque ou pour aller à la Mecque, pour faire Umrah ou Hajj, pèlerinage. Vous pouvez faire des Atria le jour de votre séjour, les jours de votre séjour, et vous pouvez acheter des nuitées d'hôtel dans un certain nombre d'hôtels extrêmement limités. Donc la valeur d'échange du Kintar est extrêmement limitée. Et la deuxième chose, c'est que comme ce n'est pas une crypto-monnaie cotée, une fois que vous avez des Kintar, vous êtes bloqué avec vos Kintar. Et ça, c'est ce qui est la faiblesse de cette initiative. C'était une des toutes premières du genre. Je crois que c'était la deuxième crypto islamique qui avait été fabriquée
dans le monde. On a beaucoup discuté. Moi, je peux vous raconter un peu ma vie. J'étais personnellement favorable de différer le lancement du Kintar jusqu'à ce que le Kintar ait les deux attributs monétaires importants, qui sont sa fongibilité, donc sa cotation sur un marché, de telle sorte à pouvoir le rééchanger contre des euros ou des dollars, le cas échéant. Et la deuxième chose, c'est d'élargir au maximum de commerçants qui acceptent le Kintar comme moyen de paiement. Et malheureusement, l'équipe, enfin en tout cas le promoteur a voulu aller très vite et donc lancer son Kintar dans ces conditions-là. On n'était pas tous d'accord. Donc voilà, ce qui m'avait aussi à l'époque beaucoup interpellé, puisqu'on a eu quelques gros investisseurs baleines en Arabie Saoudite notamment. Les échanges qu'on a eu avec eux sur le terrain conceptuel, quand on discutait conceptuellement il y a 2 ans, 3 ans du Kintar, ils nous disaient mais ne vous faites aucune illusion, à mesure que la crédibilité des États s'amenuise. Aujourd'hui, beaucoup de critiques émanent à droite et à gauche dans les populations, chez les citoyens, dans les ONG, même dans les grandes entreprises. Quant à la crédibilité des États, il suffit de regarder les élections dans un certain nombre de grandes puissances pour se rendre compte que les États sont de moins en moins crédibles dans leur discours et d'autre part, les banques centrales elles-mêmes ont été considérablement fragilisées par la crise financière de 2008. La réserve fédérale n'en est pas sortie grandie et la Banque centrale européenne, après le quantitative easing, c'est-à-dire les quantités gigantesques monétaires qui ont été émises pour soutenir des économies en difficulté sud de l'Europe au moment de la crise, de la deuxième partie de la crise financière, c'est une crise de confiance. Et d'ailleurs, on parle de monnaie fide, du terme latin fides, qui veut dire confiance. Quand la confiance dans les monnaies et donc par effet de ricochet, la confiance dans les banques centrales et par effet de dans les États tend à s'amenuiser, il est normal que les acteurs économiques à peu près adultes et à peu près responsables se disent mais attendez, les monnaies perdent de leur crédit. Par conséquent, qu'est-ce qui nous empêche, nous autres citoyens, de la force de calcul, avec les techniques de cryptographie moderne et la rapidité de flux de transactions électroniques, de créer notre propre monnaie, mais à la condition de respecter un certain nombre de principes. La fongibilité, la valeur d'échange, la réserve, l'unité de compte, et en ce qui nous concerne, nous, dans le monde de la finance charaïque, un certain nombre de respect des principes de la finance islamique et notamment l'adossement de toute transaction financière à un actif tangible. Donc, et bien évidemment, le caractère charaïque des contrats. À partir du moment où ces 5 dimensions sont respectées, rien ne nous empêche de les crypto-monnaies comme des monnaies, mais il faut respecter toutes ces conditions. Maintenant, ce n'est ni un parlement, ni une autorité administrative qui va décider ce qu'est une monnaie. Ce sont leurs usagers. Le Parlement européen ou le Parlement de je ne sais quelle nation pourrait parfaitement nous dire ah ben non, Bitcoin n'est pas une monnaie, mais si suffisamment d'individus sur la planète, et 375 milliards, c'est quand même 4 fois le PNB du Maroc, mon pays, c'est quand même pas petit. À partir du moment où vous rajoutez un zéro et qu'on se retrouve avec 4 trillions, ça commence. Alors, merci Booker d'avoir passé la slide parce que c'est là où je voulais en venir. Ça, c'est le plus fascinant de tout. Faisons un peu d'économie fiction, si vous le voulez bien, cher ami, et commençons par un Juste sur lequel on a travaillé, mais qui n'a pas vu le jour, puisque, un petit puisque complément. le promoteur a choisi une. Ouais, juste un petit complément parce que tu disais Booker. oui, sur l'acceptabilité en fait d'une crypto-monnaie, quand tu as dit ici X milliards d'individus sont d'accord pour la reconnaître comme étant quelque chose de. Enfin, pour lui reconnaître le caractère de monétaire, chez certains, dans un des courants islamiques, ça peut remplacer comment dirais-je, l'absence d'une autorité centrale. Dès l'instant qu'il y a je dirais une bonne gouvernance dans tout ça. Absolument. Entre parenthèses, c'était juste pour compléter parce que j'ai beaucoup insisté Absolument. quand on présentait l'avis des théologiens sur le sujet en disant que l'autorité centrale, le pouvoir central qui n'existe pas dans les crypto-monnaies, les discréditait chez beaucoup d'entre eux. D'autres disent que si la communauté, en grande partie, massivement les accepte, pourquoi pas. Voilà, c'est une fin de parenthèse. Je suis désolé, je t'ai interrompu. Tout à fait. Non, non, pas de problème. Et vous savez, vous ne savez pas
On va faire un tout petit aparté de 30 secondes, un tout petit micro-État qui cherche la reconnaissance internationale entre la Croatie et la Serbie. Et le Liberland est un État virtuel hein, pour l'instant, qui a un tout petit bout de territoire qui n'est pas reconnu. Et sa monnaie, la monnaie qu'il a choisie, le Liberland, je vous encourage à aller chercher sur Internet le Liberland, c'est assez rigolo. Je crois qu'ils ont 1000 citoyens, 1000 e-citoyens. Ils ont choisi une monnaie qui s'appelle le Mérite. Et le Mérite est une crypto-monnaie. Un toute petite aparté. Alors, le Gemcoin, qu'est-ce que c'est que le Gemcoin? Intéressant, c'était aussi à l'époque, au moment où on a travaillé dessus, on a commencé à la fabriquer, on est allé assez loin. Comme son nom l'indique, Gemcoin, c'est un coin, donc c'est une crypto-monnaie adossée à des diamants. Et la grande force de ce Gemcoin est venue de la législation américaine où, comme vous le savez, les diamants aujourd'hui peuvent être fabriqués de manière industrielle. C'est-à-dire qu'on peut faire en 3 semaines ce que la nature a mis 2 milliards d'années à fabriquer avec du carbone extrêmement pur, suffisamment de pression, et vous aurez au bout de 3 semaines un diamant qui a exactement les mêmes caractéristiques qu'un diamant naturel. La législation américaine a changé, elle ne fait plus de différence aujourd'hui entre un diamant naturel et un diamant artificiel, un diamant industriel. Donc si vous allez dans une bijouterie, vous pouvez acheter un diamant qui est l'un ou l'autre, c'est que dans le certificat d'authenticité, vous aurez diamant naturel ou diamant artificiel. Alors, qu'est-ce que c'est le Gemcoin? C'était d'équiper l'industriel en question de machines. Donc, ce sont des énormes fours qui coûtent extrêmement cher. Et donc, il fallait de l'argent hein, pour acheter ces équipements. L'idée était de dire, on va faire participer les clients futurs à l'investissement dans ces machines, dans ces fours. Et donc, l'idée, c'était pas d'émettre des obligations conventionnelles ou des obligations tout court, c'était d'émettre des smart sukuk adossés, istisna, encore une fois, hein, c'est un contrat d'istisna, pour fabriquer les fours. Et l'idée, j'ai dire, on va utiliser la Islamic Blockchain d'Ethereum. À l'entrée, vous avez les fours qu'on achète. À la sortie, vous aurez des gemcoins. Et vous pouvez utiliser ces gemcoins, vous auriez pu utiliser ces gemcoins avec 2 usages différents. Vous pouvez les utiliser ce qu'on appelle below the line ou above the line. Above the line, c'est que vous pouvez les utiliser pour être remboursé, par exemple. Vous pouvez céder vos gemcoins contre des diamants. Vous pouvez récupérer vos diamants, vous avez participé copropriétaire des diamants qui sont produits, vous pouvez être compensé en diamants. De l'autre côté, vous pouvez céder vos gemcoins contre du dollar ou de l'euro ou n'importe quelle monnaie vernaculaire sur un marché. Donc, on voulait que le gemcoin soit coté. La société en question de fabrication de elle a reçu pour un financement bancaire classique, standard pour acheter ses fours et finalement, le promoteur a décidé de ne pas lancer son smart sukuk adossé à des diamants. Ça aurait été parfaitement marrant. On aurait eu là l'ensemble de la chaîne avec en plus la cotation et la valeur d'échange. On aurait pu échanger les gemcoins uniquement contre un seul actif, les diamants, mais qui sont eux-mêmes relativement liquides. Alors, la deuxième chose dont je voulais vous parler en matière de smart sukuk, c'est pour toutes les perspectives de développement. On pourrait parfaitement imaginer que les États de diaspora, je viens moi-même du Maroc, le Maroc est un pays qui exporte beaucoup de Marocains, donc beaucoup d'entre nous, on a tous un attachement assez viscéral avec le pays, et donc on est tous prêts à investir chez nous. Et on pourrait parfaitement imaginer une émission de Smart Sukuk totalement décentralisée au Maroc qui identifie un certain nombre de projets, notamment dans l'agriculture ou le tourisme ou les énergies vertes ou que c'est, qui seraient non pas pilotés par les autorités centrales marocaines, malgré mais qui serait totalement décentralisé et qui identifierait sur une plateforme des projets qu'on pourrait financer en contrepartie, non pas de deniers sonnants et trébuchants, mais de smart sukuk totalement digitalisé, totalement décentralisé, où je serai copropriétaire d'un certain nombre de projets de développement au Maroc pour lutter contre la pauvreté, l'absence d'éducation des enfants, tout ce que vous voulez. Ça, on pourrait parfaitement le faire. Mais imaginez, si on peut le faire dans un pays en particulier, on peut le faire à l'échelle de toute l'Organisation de la coopération islamique, 54 États membres de la BID, et la Banque islamique de développement pourrait être justement ce tiers de confiance, mais sans forcément être une banque centrale. La banque a vocation à émettre de la monnaie, ce n'est pas une banque centrale, c'est une banque de développement, et elle pourrait parfaitement émettre des crypto-dinars dans les 54 pays qui n'ont pas une monnaie
qui viendrait se substituer aux monnaies vernaculaires, au dinar tunisien ou que sais-je, mais se comporter comme une monnaie duale, c'est-à-dire qu'il pourrait être utilisé dans un certain nombre de commerces, notamment pour acheter des billets d'avion ou pour acheter un repas au restaurant, modulo le déconfinement. On pourrait parfaitement imaginer que le dinar que le monde musulman appelle de ses voeux depuis des décennies pourrait prendre la forme d'une crypto-monnaie. Mais pour que ce soit une crypto-monnaie, il ne faudrait pas que ce soit simplement un crypto actif, mais une devise qui serait totalement utilisable en parallèle de la devise nationale dans un certain nombre de commerces. Au départ, simplement, et puis ensuite, à une échelle beaucoup plus grande. On pourrait même imaginer qu'un certain nombre de commerces pourraient utiliser le crypto-dinar comme unité de compte. On pourrait parfaitement imaginer une comptabilité en crypto-dinar, notamment si le crypto-dinar est beaucoup plus stable que les monnaies nationales. Alors, poussons l'écofiction encore plus loin et partagez, si vous le voulez bien, cher ami, les objectifs du millénaire. Un des objectifs qui est le fait de nettoyer notre planète qui est bien sale, et notamment le saint des saints, la Mecque. Savez-vous, chers amis, vous le savez, la plupart d'entre vous, que la pression écologique sur la cité sainte pendant les mois de pèlerinage est telle que c'est limite catastrophique. Les émissions de carbone, la circulation automobile, la pression sur l'eau, la pression sur les ressources d'habitat est terrible. Et la Mecque, en général, après les mois de pèlerinage, en sort exsangue sur le terrain écologique. La Mecque mérite d'être clairement une cité 100% verte. C'est-à-dire que sur place, on y circulerait uniquement avec des véhicules à hydrogène ou des véhicules électriques. On devrait faire de la désalinisation d'eau de mer plutôt que d'importer de l'eau à des coûts écologiques absolument gigantesques. Donc, bref, la Mecque mérite d'être. Et pour ce faire, il faut qu'elle produise sa propre énergie, et notamment son énergie renouvelable, en utilisant bien évidemment l'énergie solaire, mais aussi dans une certaine mesure l'éolien, mais aussi la biomasse, mais aussi le waste to energy, sachant que les pèlerins produisent énormément de déchets. Donc l'idée, c'est de transformer l'énergie et en récupérant le CO2. Financer tout ça, ça coûte énormément d'argent. Aujourd'hui, c'est le Royaume d'Arabie Saoudite qui s'occupe dans une très large mesure de l'assainissement de la Mecque, mais on pourrait parfaitement imaginer que les musulmans du monde pourraient participer par le biais de Smart Soukouk à investir dans des projets d'énergie verte à la Mecque. Et pourquoi émettre des soukouks sous format papier sur un marché coté comme la Bourse de Paris ou Euronext ou que sais-je? On pourrait parfaitement le faire de manière totalement décentralisée avec des mécacoins qui pourraient être, donc la valeur symbolique serait $1 et qu'on pourrait parfaitement distribuer dans toutes les banques islamiques du monde, voire dans un certain nombre de banques conventionnelles. Et là, on serait tous copropriétaires de projets d'énergie renouvelable à la Mecque et qui serviraient des rendements positifs puisque l'énergie a un prix. Et la Mecque pourrait même exporter son excédent d'énergie pendant tous les mois où sur place. Donc on continuerait de produire, notamment de l'énergie verte format solaire, et on pourrait exporter aux autres villes d'Arabie Saoudite, voire de la région, voire bien ailleurs. Il suffit simplement de tirer des câbles. Hein, cette complexité inouïe. Mais pour cela, il faut un certain nombre de validations. On peut en parler maintenant, c'est l'économie fiction, on y est encore dans 20 ans, mais on peut quand même phosphorer, c'est tout le principe de webinaire, tout le principe universitaire. On peut parfaitement phosphorer sur des choses comme ça. Et d'ailleurs, ce cas particulier avait été traité par un de nos étudiants à Dauphine, et le projet était absolument fascinant, absolument fascinant. Donc on peut parfaitement le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces mécacoïns? On peut les utiliser soit dans les pays de l'Organisation de la coopération islamique, soit les utiliser pendant la Umrah ou le Hajj pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de le faire. Voilà. Donc ces smart contracts sont potentiellement extrêmement puissants à la condition de respecter les 3 critères que Booker a mentionné sur le statut de la monnaie. Donc 1, valeur d'échange, 2, réserve de valeur, 3, unité de compte. Et en ce qui concerne la partie charaïque, les 3 conditions aussi qui sont les nôtres, un actif sous-jacent lui-même en conformité avec le droit musulman, des smart contracts qui traversent l'islamic blockchain en utilisant la plateforme d'un tiers provider, d'un tiers
troisième chose, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire éditer les fatawas, parce que sans fatwa, c'est difficile de se prévaloir du caractère charaïque de la chose. Ça ne veut pas dire que les autres crypto-monnaies ne sont pas charia, mais en tout cas, ne sont pas charia compatibles, mais en tout cas, sans fatwa, c'est difficile de dire oui ou non. En tout cas, entre vous qui souhaitez déployer des cryptocurrencies ou des crypto-assets Sharia compliant, il faut se prévaloir d'une fatwa. Voilà, on arrive à 1h30, Boubker, je crois qu'on arrive au bout. Donc, on a tenu notre promesse de tenir 90 minutes et pas plus. Boubker, je te renvoie la bravo, effectivement, pour le timing et surtout bravo pour la présentation, parce que en même temps que je t'écoute, dans ma tête, ça tourne. Et je me dis, en fait, ce dont tu parles avec l'adossement à $1 ou au dinar islamique, on serait plutôt dans le stablecoin. Je pense d'un point de vue de la qualification, ça ressemble plus à un stablecoin parce qu'il y a cette stabilité. Parce que si tu viens avec on vient avec une crypto ou ce qui pourrait devenir une crypto, mais qui pourrait être trop sujette à spéculation. Donc, on risque de repousser un certain nombre d'investisseurs intéressés. Donc, peut-être plutôt penser donc logique stablecoin. Et en fait, il y a un truc que tu disais en éco-fiction, mais en réalité, on y est presque. Hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de projets. Quand tu parlais de la cité verte à Mecca, etc., il y a beaucoup de smart city. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. De smart city qui se développent grâce à la blockchain. Et la blockchain, justement, apporterait toute la transparence nécessaire pour dire exactement où on a mis le moindre centime dans telle surface de mètre carré, dans tel hôtel de la Mecque ou dans telle salle de bain ou dans telle je ne sais quelle autre chose. C'est-à-dire qu'on a cette traçabilité parfaite que l'on pourrait avoir et en plus la transparence, parce que tout le monde pourrait vérifier où a été utilisé tel ou tel printar ou tel ou tel, comment tu l'appelles, crypto-dinar. Donc ça, je pense qu'on n'est pas loin en fait de Exactement. ce que tu es en train de dire. En fait, on a les ingrédients sont déjà là, la technologie, tout l'écosystème finance décentralisée. Ce qui manque juste peut-être, tu l'as souligné tout à l'heure, si j'ai besoin de sortir et de récupérer de la liquidité autre, il me faut juste que j'ai l'exchange pour le faire. Donc la possibilité d'avoir accès à une place nombre de demandeurs et de revendeurs. Donc ça, c'est qu'une problématique technologique. Hein, c'est pas une problème. On n'a pas besoin de l'État pour ça. Et technologie, exchange, les assets, on les a. Et qu'est-ce qui manque je pense que la seule chose qui manque, c'est un bailleur de fonds qui est prêt à financer la recherche et le déploiement. Je n'ai même pas envie de dire le développement, parce que le développement est là, le déploiement d'un tel projet, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas dans 20 ans. Hein. Je pense que c'est dans, pas dire quelques mois, mais c'est dans un avenir très, très proche. Tu sais, moi, je me 22 à Marrakech, il y a quelques années, on parlait beaucoup de finances islamiques au service des énergies vertes. À l'époque, c'était de l'éco-fiction. On a fait exactement le même exercice. Avec la Banque islamique de développement, c'était un side event à côté des grandes présentations de la COP. Mais à l'époque, pareil, beaucoup d'institutions, d'individus se sont enthousiasmés pour le lien entre finances islamiques et économie verte d'une manière générale. Green economy and green finance meet together, c'était le thème de la conversation. On avait fait un panel exactement comme ça, c'était un séminaire. À l'époque, il n'y avait pas Covid, donc on pouvait se parler. Et les idées ont fait leur chemin et plusieurs années plus tard, 4 années plus tard, l'islamique est très, très encline à financer des projets d'énergie verte, notamment par le biais de la BID, mais pas que de la Banque islamique de développement. Beaucoup de banques islamiques s'y mettent. Les green soukouk ont explosé littéralement, en commençant par la Malaisie, puis ensuite par l'Indonésie. Et des green soukouk, aujourd'hui, il y en a quasi un certain lot. Donc, on a commencé par d'économie fiction en rêvant. La finance islamique et les soukouk de green energy, on y est. Donc, moi, j'encourage tous nos amis qui nous écoutent. On est 374 plus nous deux, ça fait 376. On est 376 à agiter des idées. Quand vous êtes invité dans des séminaires, des rencontres professionnelles et autres, n'hésitez pas, parlez-en.
Au bout d'un certain temps, vous allez trouver un ou deux promoteurs qui vont se lancer dans le Gemcoin, un autre qui va se lancer dans l'AgriCoin, un autre qui va se lancer dans le AfricaCoin, un autre qui va se lancer dans je ne sais pas trop quoi. Et puis peut-être qu'un jour, on aura notre dinar et il n'aura absolument pas la forme que nos pères et nos grands-pères ont imaginé. Il aura la forme d'un smart sukuk. C'est une quasi-évidence. Encore faut-il ensuite, effectivement, Camille qui nous parlait du cadre juridique, encore faut-il que les États effectivement nous facilitent la vie, nous freiner, ce qui est le principe même d'un État, c'est de faire attention à ce qui s'agite. Mais si un État ou plusieurs y voient leur intérêt, que la Banque islamique de développement, qui travaille beaucoup sur les fintechs, donne le là, on pourra voir émerger ici et là quelques initiatives, et puis ensuite ces initiatives convergeront très vraisemblablement vers quelque chose de plus ambitieux. J'ai pas de doute là-dessus. Ça fait 20 ans que je fais de la finance islamique. Quand j'ai commencé, il y avait quasiment rien. Aujourd'hui, on parle de smart sukuk. C'est quand même une sacrée avancée. Exactement. Voilà. Est-ce que tu souhaites qu'on Oui. réponde à un certain nombre de questions? Ouais. J'ai Naïma, la modératrice, qui est avec nous, qui m'a envoyé une série de questions qu'elle a pris sur le chat, qu'elle a classées. Et donc, j'invite nos auditeurs à stopper quelques instants les questions parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes celles qui arrivent là, le flux qui arrive. Donc, je vous invite à nous écouter et on en parle. S'il nous reste encore un peu de temps, on reviendra sur le chat prendre les questions. Alors, en fait, il y a des questions d'abord d'ordre général sur les cryptos. Quelle est la vraie valeur ajoutée de la crypto-monnaie pour l'économie réelle? Bon, on pourrait faire une conférence à elle seule pour répondre à cette question, tellement le sujet est vaste. La vraie valeur, bon, toi, tu viens de le souligner déjà à travers les cryptos adossés à des actifs réels. Donc là, on a déjà une valeur ajoutée intéressante. Le fait qu'on parle de monnaie potentiellement, pour certaines d'entre elles, en tout cas déflationniste, donc impact sur l'économie réelle également. Mais bon, là, il faudrait en parler pendant des heures. Donc voilà, moi je vois là tout de suite deux idées intéressantes. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Anouar, vas-y. Hein. Quand je pose la question, n'hésite pas à compléter avant que je passe à la question. À partir du moment, le caractère déflationniste, c'est ça le plus important. C'est vraiment le plus important. On s'en rend pas compte, mais une banque centrale, et on l'a vu au moment du quantitative easing, a la possibilité d'imprimer de la monnaie, je dirais de manière totalement de sa propre initiative. Une crypto-monnaie, c'est pas possible. Ça, c'est totalement pas possible. Donc, la seule manière pour qu'une crypto-monnaie, je ne parle pas donc les stablecoins plus que les cryptocurrencies, mais un stable principe, sa masse ne peut pas croître plus vite que les actifs sous-jacents qui lui ont donné naissance. Donc, c'est en termes de valeur ajoutée pour l'économie, d'un point de vue économique, c'est comme son nom l'indique, un gage. Il n'y a pas de possibilité de quantitative easing parce qu'il n'y a pas de possibilité de manipulation de M0, la base monétaire. Et ça, c'est une force incroyable dans un système de plus en plus le cas aujourd'hui. Beaucoup de questions, tout aussi intéressantes. Je ne sais même pas par quel vous les prendre. Alors, quel est l'impact écologique du minage de ces crypto-monnaies? Oui, l'impact, en fait, ce n'est pas du minage en particulier, mais de la en général, est aujourd'hui un des facteurs qui fait que la blockchain pose pour l'instant quelques problèmes écologiques parce qu'il faut énormément d'ordinateurs et ces ordinateurs consomment beaucoup et ça coûte cher aussi en énergie, effectivement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que beaucoup comment dirais-je, de mineurs sont en Chine parce qu'il semblerait que là-bas, le coût de l'énergie est relativement bas. Mais effectivement, il y a un impact écologique, mais beaucoup de choses ont un impact écologique. En tout cas, au démarrage, et certainement que sur le long terme, on verra plutôt l'impact positif sur l'écologie de la blockchain et du minage en particulier. Y a-t-il un intérêt à posséder un token ou une crypto-monnaie? Je pense qu'on a déjà répondu. Vas-y. Non, je parlais des data centers parce qu'avec le fait que toute la transaction sur data center, véhicule en lui-même,
consomment énormément d'énergie de stockage. Et donc, effectivement, dans cette voie des crypto-monnaies, pour l'instant, c'est que 375 milliards. Mais si on rajoute un zéro et que ça fait 3 trillions, si on rajoute 2 zéros et que ça fait 30 trillions, il faut imaginer la quantité de data centers qu'il va falloir faire. C'est en amont. C'est l'objectif générique. Donc, on espère que l'empreinte crypto de l'économie digitale décroissant à mesure que le temps passe. Tout à fait. Mais en même temps, on ne peut pas oublier que les banques et les banques centrales, elles consomment autant d'énergie. Et donc, si l'alternative blockchain crypto se développe et qu'elle vient non pas s'ajouter, mais plutôt diminuer de l'autre côté, bon, là aussi, c'est un long débat, mais cette consommation énergétique, elle existe. Elle existe encore, enfin, elle est partout, en fait. Elle n'est pas spécifique, en fait, à la blockchain ou au crypto. C'est vrai. Alors, on peut, je pense, passer directement aux questions sur finance islamique et crypto. Alors, crypto-monnaie est-elle compatible avec la charia? Donc, ça, on a déjà répondu tout à l'heure. Un stablecoin ou un utility token serait compatible à la charia. Tous les autres monnaies tokens ne seraient pas compatibles à la charia. Donc, en fait, je pense que la réponse à cette question, elle n'est pas binaire. Encore une fois, c'est du cas par cas. Et il faut à chaque fois regarder de près de quoi on parle, parce qu'on pourrait avoir un stablecoin qui n'est pas charia compatible, parce qu'il est destiné à une utilisation non charia compatible. Ouais, je peux donner. Tu peux rajouter quelque chose là-dessus pendant que je suis en train de lire les autres questions. Ouais, je vais donner une réponse très personnelle à cette question, sachant que je ne suis pas jurisconsulte, je suis juste économiste. Et prenez n'importe quelle devise. Elle est émise par une banque centrale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une obligation émise par une banque centrale à rendement négatif. Bon, il faut savoir, cette monnaie, elle est M0, la masse monétaire, elle est adossée à des actifs. Hein, le bilan de la banque centrale, c'est très clair. Une émission obligataire qui est la monnaie que vous détenez, et à l'actif, vous avez des créances sur les banques, qui ne sont pas charia compliant, des créances sur l'économie via le marché obligataire, qui sont ribaoui, et vous avez des créances sur l'étranger, donc les réserves de change, qui sont elles-mêmes non charia compliant. À la condition d'avoir une banque centrale 100% charia compliant, n'importe quelle monnaie n'est pas charia compliant. Parce que c'est une obligation, c'est un sous-couc. Et les sous-coucs adossés à des actifs qui ne le sont pas, qui sont ribaoui, donc eux-mêmes deviennent charia compliant. Pourquoi voulez-vous qu'une crypto-monnaie soit différente? Elle, à partir du moment où l'actif sous-jacent, pas plus compliqué que ça. On a une question intéressante en lien avec très forte présomption de comment gérer les de toutes les critiques. On a une question intéressante en lien avec ce que tu dis sur les sous-coucs et qui concerne les risques. Comment gérer les risques liés à ces sous-coucs, à ces smart sous-coucs? Je complète la question. Ouais, en principe, dans le white paper qui décrit le fonctionnement d'une crypto, vous avez une grosse partie sur la gestion des risques, notamment quand ces cryptos sont adossés à des actifs. Parce que si vous avez des actifs, vous avez forcément des contrats, et vous avez des contrats, vous avez forcément une économique sous-jacente. Et donc, en principe, la gestion des risques inhérente à l'activité sous-jacente doit être décrite. Cela dit, c'est parce qu'elle est décrite que forcément, vous aurez une compatibilité de l'activité économique sous-jacente avec la gestion des crypto. Et donc, il vous faut forcément déléguer, nommer un tiers pour faire cette trop. Ça peut être une agence de notation, simplement un tiers de confiance qui est rémunéré pour organiser le contrôle, la gouvernance de la crypto. Est-ce que c'est le cas dans la plupart des crypto-monnaies? Non. Est-ce que c'était le cas dans le KIT? Et ça, c'est un vrai problème. Les agences de notation sur les marchés obligataires font ce travail. Y a-t-il des agences de notation de crypto? Non, mais ce serait une superbe idée de business à partir du moment où on atteint la taille critique. 364 trop petit, l'activité de contrôle, les crypto-monnaies islamiques, mais pour le moment, il y avait une question, je crois, comment trouver d'informations sur les crypto-monnaies islamiques. Il y a un projet à Dubaï de créer une bourse
des crypto-monnaies islamiques où les informations seront rendues beaucoup plus transparentes avec justement un régulateur, donc un tiers de confiance des cryptos en question avec leur white paper, c'est-à-dire le document descriptif, l'équivalent de l'infomémo pour des émissions obligataires standards. Tout à fait, tout à fait. En fait, le régulateur, il va pas réguler la place, mais plutôt les intermédiaires, en fait. Le régulateur, il va dire aux intermédiaires, voilà les obligations que vous avez en termes d'affichage d'informations, etc., etc. On avait une autre question, bon, ici. Quel est l'organisme qui a certifié le Stellar? Il me semble que c'était SBR à Bahreïn, Sharia Bureau Review, si je ne dis pas de bêtises. Tu avais une question sur le Quintal, ça t'avait répondu. Oui, les crypto-monnaies sont-elles affichées dans les bilans des banques islamiques? À ma connaissance, les banques islamiques n'ont pas encore ni de passifs ni d'actifs crypto. Je n'en ai pas vu en tout cas. Je ne sais pas si tu en as déjà vu un noir, mais. Si, je crois qu'il y avait une banque islamique qui avait acheté des Qanatir. Et oui, vous les retrouverez dans le portefeuille de titres. Donc les banques islamiques comptabilisent les comme des cryptos actifs, comme des sukuk. Et donc vous le retrouvez en milieu de bilan à l'actif. Vous les trouvez parce qu'elles sont très peu liquides. Hein, comment on classifie le bilan d'une banque? On classifie les actifs en fonction de leur degré de liquidité. Les plus liquides en haut, les moins liquides en bas. Donc les actifs fixes sont en bas, les actifs liquides sont en haut, et entre, vous avez le portefeuille de titres. Et le portefeuille de titres a une certaine quantité de liquidité, et donc vous classez les smart sukuk dans la catégorie sukuk, c'est-à-dire portefeuille d'investissement. Oui, en fait, c'est ça. Ce qu'elles ont à l'actif, c'est un titre, en fait. C'est un titre smart sukuk. Tout à fait. C'est des smart assets. C'est pas du cash. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Sauf si elles étaient cotées sur un marché, et si elles étaient cotées et que la liquidité était suffisante, à ce moment-là, on peut les remonter d'un cran en comptabilité dans les actifs de placement. Donc à ce moment-là, ce serait l'équivalent des actifs monétaires. Mais pour l'instant, on ne peut pas considérer les crypto-monnaies comme des actifs monétaires, à part peut-être le Bitcoin, mais il n'est pas charia compliant. Alors, je vais prendre encore quelques questions dans le chat qui sont arrivées. Issa qui nous dit, y a-t-il des projets ou applications d'utilisation de crypto autres que l'investissement ou la spéculation? Oui, il y a quand même, de ce qu'on a dit, le Bitcoin, par exemple, il est utilisé, accepté comme une monnaie pour acheter des marchandises. Donc, il y a déjà ce genre d'application. Il y a dans la finance décentralisée, d'une façon très générale, il y a des applications sur le paiement. Il y a des applications, enfin pas des applications, mais des actifs réels qui sont tokenisés. Donc, on a un tas d'applications sur les blockchains dans l'univers de la finance décentralisée où on va retrouver l'utilisation des crypto-monnaies autres que pour l'investissement ou la spéculation. Je peux reprendre je disais tout à l'heure, le prêt et son revers de Je peux reprendre l'exemple du Liberland. Si un jour le Liberland devient un pays, je dis entre la Croatie et la Serbie, 7 km², c'est le territoire. Pour l'instant, il y a des sangliers, de la forêt, des moustiques et des renards. Mais si on imagine que le pays reconnu par la communauté internationale, sa devise est qui s'appelle le mérite. Et donc, on pourra payer ses impôts en mérite, acheter une baguette en mérite. Et à partir du moment où tous les commerçants d'un territoire utilisent une crypto-monnaie comme une monnaie, elle devient de facto une monnaie. Donc oui, on peut potentiellement et en théorie, même parfois en pratique, utiliser des crypto-monnaies pour faire des achats de biens de consommation courante, autres que de l'investissement et autres que… alors, spéculation, c'est un mot un peu dur, mais l'investissement, disons. On n'est pas obligé de spéculer quand on investit. Quand vous achetez de l'immobilier à Marrakech, vous pouvez spéculer ou investir. En principe, vous investissez, vous ne spéculez pas forcément. Tout à fait, tout à fait. On s'accorde encore 10 minutes avant de conclure. Anouar, ça te va? Oui. Ok. Alors, on a Camille qui n'a pas posé une question, mais qui est revenu sur un point et tu l'as, je pense, aussi relevé tout à l'heure. Je l'avais également évoqué, les problématiques de la juridiction. Prendre en compte, elle nous fait la remarque suivante, prendre en compte le cadre juridique
en place dans le pays concerné. Et donc, il faut une passerelle entre cette crypto-monnaie et les réalités du cadre juridique en place, clairement. Par exemple, une transaction en Qintar, en quelle monnaie évaluer le montant d'éventuels préjudices? C'est une vraie question concrète. Née de la transaction, tu vois, si tu as un préjudice, effectivement, quand tu vas… Bah oui. Donc, les juridictions ne vont pas évaluer le préjudice en crypto-monnaie. Le risque juridique doit être pris en compte pour faire Absolument. la fiction. Et effectivement, vous avez raison. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre question ici? Alors, là, Ahmed nous dit la question qui se pose, quel type de monnaie qu'on aura après la crypto-monnaie du futur? J'ai pas compris la question, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après les crypto-monnaies? Est-ce qu'on peut imaginer un système qui transcende les crypto-monnaies? C'est-à-dire que si on pousse la logique jusqu'au bout et que les monnaies émises par les banques centrales continuent de perdre en crédibilité et que les crypto-monnaies remplacent ou en tout concurrence les monnaies vernaculaires, enfin les fiat monnaies comme tu les as appelées, c'est une caractérisation parfaite. Est-ce qu'on peut imaginer autre des cryptos? Aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer la devise du futur. Une devise qui serait totalement digitalisée, totalement indépendante des banques centrales et même indépendante d'un système décentralisé. Pour l'instant, c'est difficile d'imaginer ça. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être le sujet d'une économie fiction, mais à vraiment très long terme. Pour l'instant, c'est difficile d'imaginer ça en dehors des capacités technologiques. On a Bob qui nous dit quelle est la marge de manœuvre des gouvernements pour contrer la perte de pouvoir très probable si les crypto-monnaies deviennent très mainstream. En fait, les cryptos sont déjà très mainstream. Les autorités ont déjà répondu, en définissant en tout cas les autorités européennes, par exemple, les françaises en particulier, en ayant qualifié les crypto-monnaies de crypto-actifs et en ayant alerté ou attiré l'attention de tout investisseur sur la nature risquée de ces actifs. Ils ont aussi publié pas mal de choses sur les arnaques qui existent et qui pourraient exister sur le sujet. Bref, l'autorité a fait son travail ici pour dire attention, attention, comme n'importe quel actif financier, soyez attentifs à votre investissement, tout simplement. Et ce ne sont pas des instruments garantis. Et au contraire, si on vous promet rendement fort et garantie derrière, c'est plutôt le genre de proposition qu'il faut fuir le plus loin possible. Les marges de manœuvre, c'est le droit et la réglementation. Tant que ça reste l'apanage et je dirais le monopole de la puissance publique, il est juridico-réglementaire qui va être utilisé pour réduire l'impact des crypto-monnaies en tant qu'instrument d'échange. Mais ça va être très difficile de réduire l'impact des crypto-monnaies en tant que réserve de valeur. Les gens investissent dans les crypto-monnaies autorisées pour l'instant de manière massive à les utiliser comme instrument d'échange, unité de transaction. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a une réserve de valeur ici qui est incroyablement puissante, c'est de redynamiser une partie du commerce et notamment du e-commerce. Voilà, donc c'est très certainement l'arsenal juridique et réglementaire des cryptos actifs en tant que crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, il faut préférer le terme de crypto-asset, crypto-actif plutôt que crypto-monnaie, parce que ce n'est pas exactement des monnaies, tout simplement parce que pas suffisamment de marchands l'acceptent comme instrument de paiement. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire pour répondre à Khalid qui nous dit la zakat à payer sur les crypto-monnaies, point d'interrogation. Oui, si on considère que les cryptos sont des crypto-assets, au même titre que si vous détenez des actions ou des investissements immobiliers ou peu importe, ça fait partie de votre patrimoine, donc vous intégrez ce que vous détenez en crypto dans le calcul de l'assiette pour verser la zakat. Encore faut-il juste être sûr que le crypto-actif en question est conforme à la charia et comme l'a souligné tout à l'heure Anouar, que ce crypto-actif a fait l'objet d'une certification. Voilà, ça, c'est important parce que si tout actif
financiers ou comme par exemple les intérêts bancaires ne rentrent pas dans le calcul de la zakat. Ça, c'est tout ce qui est considéré entre guillemets comme non conforme, donc impur, ne rentre pas dans le calcul de la zakat. Ça, il faut s'en débarrasser. En gros, il faut le liquider et ne pas les conserver. Alors, on a encore quelques questions. On en prend encore. Alors, Fabien qui nous dit, je crois qu'on a répondu à la question, quel organisme certifie concrètement que la crypto-monnaie est charia compatible? En fait, il n'y a pas un organisme en particulier qui le fait. Il y a nous-mêmes, Société IFAS, on peut travailler sur ce genre de projet. Anouar a travaillé sur ces projets-là et il a soumis directement les questions à un ensemble de savants qui ont répondu à ces questions. Donc, il n'y a pas un seul organisme qui est dédié dans le monde à faire tout ça. La compétence de conformité existe ici ou là, et il faut s'en rapprocher pour lui soumettre un projet et il se prononcera sur ce projet-là. Alors, il y a débat entre Mohamed, Fabien, etc., mais c'est un débat qui ne concerne pas que les cryptos. Non, les savants ne font pas ne font pas de la vente de fatwa. C'est pas une question de je passe d'un savant à l'autre. Ça, c'est un débat qui est dépassé aujourd'hui. Les spécialistes existent, ils sont nombreux et ce ne sont pas des vendeurs de certificats. Tu peux d'ailleurs, Anouar, partager, tu l'as dit tout à l'heure, l'expérience que tu as eue sur Qintar, les savants que vous avez approchés. C'est très simple en fait. Ouais, il faut aborder, je pense qu'il faut pas aborder les cryptos islamiques ou charaïques comme des monnaies. Il faut les aborder vraiment comme des smart soukouk, comme des soukouks. Et la, la production de fatwa sur les soukouks est extrêmement profonde, notamment la fatwa de la UEFI de février 2008. Si vous ne l'avez pas, demandé à Booker ou à moi, je vous l'enverrai, qui est extrêmement précise sur les conditions de licéité des soukouks. Et les conditions soukouks, c'est-à-dire ce qui fait que les soukouks sont des soukouks et pas des obligations conventionnelles, s'appliquent mécaniquement aux smart soukouks. La différence, que les smart soukouks ne sont pas matérialisés par un document au sens strict, mais sont matérialisés par une chaîne de blocs, donc des contrats qui sont blockchainisés. Mais la de la Wi-Fi s'applique exactement de la même manière. Et la fatwa de la Wi-Fi, si on doit la résumer, il vous faut un acte sous-jacent et il vous faut des contrats islamiques. Ben, c'est exactement ce qu'on a dans le Kintar. On a des actes qui respectent les principes de la finance islamique et du droit musulman, et on a des contrats qui respectent la finance islamique et le droit musulman. La seule différence, c'est qu'ils ont été smartisés. Donc, il n'y a pas de problème sur les fatwas. Les fatwas sont parfaitement parce qu'on sait où va l'argent, on sait ce qui est produit, on sait comment on rend et on fournit du rendement aux investisseurs en smart sukuk à la condition de considérer ces currencies, qui ne sont pas réellement des currencies, comme des sukuk, des obligations, des titres financiers. Alors, si ces titres financiers peuvent être utilisés comme moyen d'échange, on les accepte, c'est encore mieux. Au contraire des sukuk qui ne sont pas des smart sukuk qu'on ne peut pas utiliser. Voilà, c'est la seule différence. Mais c'est très très bien documenté et ça fait des décennies et des décennies qu'on a des fatwas extrêmement robustes sur les émissions d'obligations charaïques. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tout à fait. Et dernière question, toujours de Bob. Alors, je ne sais pas si c'est le même, parce qu'il y en a plusieurs qui apparaissent sous Bob. Est-ce halal de faire du trading sur les cryptos? Je pense qu'on a répondu à ces questions, parce qu'il fait le lien encore avec le Forex, en disant que certains disent que les cryptos sont du Forex, et donc c'est interdit de faire du trading sur les cryptos, parce que c'est interdit de faire du trading sur le Forex. Encore une fois, si on dit que les cryptos ne sont pas des monnaies, donc elles ne sont pas soumises aux règles chariatiques ou charaïques de conformité de la monnaie, mais elles vont être soumises aux règles des contrats sous-jacents. Donc, encore une fois, on va regarder qu'est-ce qu'il y a derrière cette crypto, à quoi est-elle adossée. Et donc, quand je fais du trading, qu'est-ce que je trade en fait? Est-ce que je trade un papier, un smart sukuk, un token qui représente de la pierre, un token qui représente de l'or, etc., etc., etc. Donc, c'est toujours à travers le prisme du contenu qu'on fait l'analyse et non pas à travers le prisme du contenant. Voilà, de manière ad hoc et au cas par cas. Voilà, exactement, exactement.
Alors, j'ai plus qu'à te remercier encore infiniment pour ta disponibilité, pour le temps que tu as consacré également à la préparation de ce webinaire. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller plus loin et de passer de l'éco-fiction à l'éco-réalité et de venir présenter d'autres choses prochainement. Avant de conclure, très important, parce que certainement vous avez envie d'en savoir plus à la fois sur la finance islamique ou sur la blockchain ou sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à revenir vers nous à travers la boîte mail contact@bchain.com pour tout ce qui touche à la blockchain. Allez sur formation.ifas.com pour ceux qui sont intéressés à des formations courte durée en ligne sur la finance islamique. En plus, pour les Français, on est éligible au CPF, donc ça peut être pris en charge par les organismes collecteurs, par le CPF, pardon. Et puis aussi, Anouar, on a parlé au début de la formation qui doit démarrer prochainement et qui est un MBA en finance islamique proposé par Financia Business School, dont on peut trouver toutes les informations sur le site qui apparaît à l'écran. Mais comme tu es avec nous, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le programme, sur les intervenants, les modalités d'inscription, etc., etc. Parce que j'ai regardé moi le programme et je le trouve effectivement très intéressant. Je ne peux que encourager nos auditeurs et ceux qui s'intéressent à ce sujet de se rapprocher de ce MBA pour se former de façon musclée sur la finance islamique. Je te laisse en dire un peu plus, Anouar, sur la formation financière. Oui, ce sera le mot de la fin, 30 secondes. Financial Business School lance un Executive MBA de finance islamique. C'est le même format, un an. Ce sera quelques jours, 2 ou 3 jours par mois pour les aussi qui veulent une double forme. Format MBA, c'est pas un format Executive Master. Executive Master de Dauphine, c'était extrêmement lourd. Là, on a vraiment concentré le programme pédagogique vers le faire et le savoir-faire plutôt que le savoir. On a MBA parce qu'il y aura très peu de tables. On n'est pas là pour être à la petite école. C'est vraiment pour des professionnels ou des futurs professionnels. L'idée, c'est de faire beaucoup d'études de cas, d'être extrêmement de travailler sur des banques islamiques, sur les marchés de capitaux, sur des soukouks, sur évidemment les fintechs et une approche très anglo-saxonne de la finance islamique, puisque c'est là qu'elle se déploie, dans le Golfe, en Malaisie et ailleurs. Et donc, voilà, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés de nous rejoindre, n'hésitez pas à prendre attache avec Financia Business School. Le tarif est très compétitif. Et l'idée, c'est réellement de former des professionnels et pas seulement des sachants. L'idée, c'est d'être immédiatement opérationnalisable et se lancer dans le grand bain facile islamique qu'on pratique, comme tu le disais, depuis 15 ans. Et on n'est toujours pas sorti de la fascination qui nous anime à chaque fois qu'on aborde ces sujets-là. Voilà pour Financial Business School et son MBA Executive MBA. Vous serez toujours les bienvenus et bien par un membre qui s'occupera de vous le cas échéant. Donc, cœur en 30 secondes sur MBA financier. Donc, merci encore, Anouar, pour ta disponibilité. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Oui, le replay sera mis en ligne dans les prochains jours pour ceux qui veulent revoir, ceux qui ont des petites coupures, etc. Malheureusement, n'hésitez pas à le partager. Anouar, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis donc à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau webinaire ou pour un nouveau sujet. Merci à toutes et à tous. Inch'Allah, où que vous soyez, merci encore. À très bientôt. Bonne fin de journée.